22h19 sur LCI. Si vous nous rejoignez, l'édition spéciale se poursuit. Toutes nos équipes mobilisées sur le terrain alors que le feu des Landes a été fixé, a dit en début de soirée le président de la République. Mais situation toujours très délicate en Gironde. Vous le savez, le feu a déjà poursuivi 42 000 hectares sur le terrain. Nous allons tout de suite à Arès vous rejoindre, Mathis Nico et Agathe Giraud. Je crois que vous êtes avec des gendarmes justement qui tentent de prendre un peu de repos. Oui, tout à fait. Alors je parle avec une voix réduite parce que ici nous sommes sur un lieu de repos. Il y a environ, vous le voyez derrière moi, une dizaine de voitures de gendarmerie. À l'intérieur, 50 gendarmes qui se reposent effectivement sur des lits de camp dans ce gymnase municipal. Alors parmi ces gendarmes, il y en a aussi qui partent sur le terrain, principalement pour éviter, pour contrôler que les gens ne reviennent pas, principalement dans cette ville d'Arès qui a été évacuée vendredi dernier, 6500 habitants environ qui ont dû partir et pour l'instant pas de retour annoncé puisque il y a encore quelques dizaines de minutes au sortir de la ville des départs de feu nous ont été signalés et c'est ce qui menace encore le village, ce qui ne permet pour l'instant aucune date de retour. Mathis, est-ce qu'il y a des patrouilles justement de ces gendarmes pour prévoir les larcins divers et variés, notamment les pillages? C'est quelque chose, on a pu discuter avec un gendarme, c'est quelque chose qu'il surveille aussi de très près, mais pour l'instant, pas de pillage à signaler. Merci beaucoup Mathis en direct d'Arès. Général Richoux, on les comprend les gendarmes là, avec les camionnettes garées, on essaye de prendre un peu de repos. Il y a assez de monde sur place ou bien ça va devenir très compliqué au fur et à mesure où aussi le feu prend de l'ampleur? Moi je pense que ça peut devenir très très compliqué. Alors si on parle des pompiers, le problème des pompiers c'est surtout la relève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec la fatigue, il faut être capable d'avoir le double, voire le triple des effectifs pour relever. Dans l'armée, on sait bien que vous avez un tiers qui est grosso modo en opération, vous en avez un tiers qui rentre et un tiers qui part. Donc c'est comme ça qu'on tourne, par rotation, si vous voulez durer. Ouais. Donc là, ils vont avoir du mal à durer. Mais en plus, là, il y a des congés, non? Non, mais là, il n'y a pas de congés. Là, je veux dire que même les unités du génie, etc., là, on rappelle, je veux dire, c'est la disponibilité opérationnelle. Alors, et ensuite, dans les villages, compte tenu de la zone est très très étendue, il n'y a certainement pas personnes à évacuer. Oui, il y a certainement pas suffisamment de pompiers, ni de militaires vraisemblablement, pour quadriller, comme je le disais tout à l'heure, de manière efficace des étendues pareilles. Donc, malheureusement maintenant, il va y avoir des patrouilles vraisemblablement, mais vous imaginez, il y a des villages un peu partout, c'est des étendues très boisées, que les villages sont quand même assez éloignés les uns des autres. Ça me paraît très très compliqué d'établir un dispositif étanche pour conserver. Tout à l'heure, là, Édouard Quintano, qu'on avait en direct, maire de Saint-Jean-d'Illac, disait j'ai un territoire plus étendu que Bordeaux. Oui. Voilà. Bon. Alors la forêt, on s'en occupe pas forcément, mais les villages, effectivement. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait du monde dedans pour bien montrer. Je crois qu'on a qui sont gardés. Je crois qu'hier on a arrêté quelqu'un avec des bouteilles de Grand Cru qui avait commencé à piller des maisons. Vous voyez. Il avait volé 44 bouteilles de Grand Cru. Qui vont, etc. Alors tout ça, c'est une problématique globale quand même, parce que c'est pas du détail en fait. C'est la sauvegarde des personnes, c'est bien, mais il y a aussi la sauvegarde des biens. Et ça, c'est absolument pas du détail. Et compte tenu de la zone immense que l'on voit, des milliers de kilomètres carrés, eh bien, ça me paraît très, très, très compliqué à faire ça de manière efficace. Louis Bodin, on est étonné de voir la difficulté évidemment de la situation. Le maire de Saint-Jean-d'Illac nous disait, mais ça peut repartir à tout moment, et puis ça va dépendre des vents.
C'est-à-dire que là, au moment où nous parlons cette nuit, on ne sait pas où les vents vont aller, et en fonction de ça, ça dépend si ça continue, si on évacue, où ça va. On peut vraiment pas prévoir ça. Alors si, normalement, enfin, on va voir si la prévision est bonne, mais là, la prévision dit par exemple qu'effectivement le vent de nord-est qui est en train de s'installer va durer toute la nuit, que ce vent va être particulièrement faible. Là, je viens de regarder ce qu'on appelle les modèles. On est autour de 10 km/h de vent, entre 5 et 10 km/h. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a un anticyclone qui est revenu s'installer. Alors, le mauvais côté, c'est qu'il va de nouveau faire grimper les températures demain après-midi. Le bon, c'est que globalement, les vents vont rester faibles. En plus, là, on est relativement loin de la mer, ce qui veut dire que l'effet brise de mer qui joue l'après-midi de la mer vers la terre est un petit peu moins sensible en s'approchant de Bordeaux. Donc ça, ce sont autant d'éléments qui devraient être plutôt favorable, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas permettre aux pompiers de mieux travailler. Et ce vent donc d'est, donc de la terre vers la mer, devrait persister également demain matin, une bonne partie de la journée. On prévoit pas de vent se renforçant avant peut-être mercredi en fin de journée. Donc là, ça devrait, en matière de vent, offrir quand même des perspectives un petit peu plus favorables. Une bonne nouvelle de ce côté-là. Parlons, mais il y a tellement d'autres paramètres. Exactement. Parlons des évacués, justement. Nouveau témoignage qu'on a reçu dans la journée. Alors là, on repart dans les Landes, à Biscarrosse, où un homme dit, maintenant, je veux partir. Voilà, je veux vendre, parce que c'est plus possible, c'est plus tenable. Écoutez. Moi, je suis resté jusqu'au bout pour essayer de l'éteindre. J'ai pas réussi à l'éteindre. Lui ne veut pas reconstruire. Je vais rester ici, je vais raser et je vais vendre le terrain. Ça va me faire trop mal, je pourrais pas rester ici. Il arrache même la boîte aux lettres. Et pour l'instant, avec sa femme et sa fille... Vous êtes où là actuellement ? Je sais pas, un peu à droite à gauche. J'ai un copain qui m'auberge à la plage pour l'instant. Je sais pas quoi faire. J'arrive pas à manger. La suite, je sais pas, je vais m'acheter une tente. Je vais m'acheter une tente et je vais dormir dehors. Voilà le désespoir de cet habitant de Biscarrosse qui jette sa boîte aux lettres, ça va jusque-là, parce que ça aussi, ce sont des situations individuelles absolument dramatiques, mais qui se comptent par centaines. Ça, l'aspect psychologique des choses est important. Vous vouliez dire un mot ? Oui, ça c'est... le traumatisme chez les gens, il est à différents niveaux, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez... parfois, il y a des gens, ils peuvent perdre leur maison et se trouver satisfaits de ne pas avoir été blessés, et puis de vivre ça très bien. Et à contrario, vous avez des gens qui ont parfois très peu de choses, très peu de dégâts matériels, mais qui sont eux-mêmes détruits, si vous aimez mieux. La destruction, elle est pas proportionnelle à ce que vous voyez, si vous aimez mieux. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on s'est rendu compte que si on était capable d'expliquer les choses aux gens, parce que ce qui lui arrive, c'est parce qu'il a été sidéré de ce qui s'est passé, il s'y attendait sûrement pas, et puis il a peut-être eu une grosse trouille, quoi. Et puis c'est pas grave, mais ça, c'est des gens qu'il faut aider. Il faut les aider parce que il y a des gens qui existent pour ça. Il y a les CUMF qui interviennent, les cellules médico-psychologiques qui interviennent pour essayer de durer des mois après. Alors si c'est pas pris en charge, ça peut poser des problèmes. Et puis il y a des gens qui vivent ça tellement mal qui font des dépressions derrière, quoi. Et donc il faut quand même faire attention. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Vous savez, les chiffres, il y a eu très peu de maisons qui ont été touchées jusqu'à maintenant. Ouais. C'est alors, très peu. La commune du Port, j'en parle, jusqu'à 20% des maisons. Oui, mais 20%. C'est celle qui a été le plus touchée. Oui, bien sûr, mais c'est pas en chiffres globaux. Si vous avez 300 maisons qui sont complètement détruites, à l'échelle du vrai problème qu'il y a eu, qui est environnementalement colossal, c'est des choses qui vont se gérer simplement en plus, parce que il est assuré, ce monsieur, j'imagine. Ouais. L'assurance va prendre ça avec l'hébergement, parce qu'il y a des contrats pour ça. Voilà, ça sert à ça. Donc il y a aussi quand vous revoyez qu'il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas plus rien. Non, il y a au moins les fondations, il y a des bouts de murs, il y a des trucs. Ne vous inquiétez pas, les experts, ils vont vous trouver des trucs là-dedans. Ils sont pas morts. Vous inquiétez pas, on sait retaper une maison comme ça. Après, il peut prendre la rebâtir quand même. Mais si vous aimez mieux, nous on a l'habitude à Architectes d'urgence, on va dans le monde entier sur les catastrophes. On s'est rendu compte d'un truc, c'est que par exemple un type qui a vécu un séisme, il était dans un bâtiment, le bâtiment tombe pas. Le gars, il a qu'une envie, c'est de détruire le bâtiment et d'en faire un neuf. Alors pourquoi ? Parce qu'il lui est arrivé un truc tellement choquant, tellement pas habituel, tellement dépassant sa pensée.
de son imaginaire même, que quand ça lui est arrivé, c'était tellement la sidération que la seule solution, c'est d'écraser les choses. Ouais. Alors que c'est tout à fait réparable. Et puis le bâtiment a peut-être pu être fragilisé. Et encore une fois, alors que c'est tout à fait réparable. Et moi, j'ai vu ça dans des ambassades en France, françaises, pardon. Bon. Loli Gonzalez, vous êtes à nouveau avec nous. On vous a retrouvé. On va essayer de garder la liaison. Vous êtes saisonnière. Encore une fois, vous avez été évacuée de la commune d'Arès. Alors, vous nous disiez, je suis chez mes parents. Bon. Vous avez une idée de quand revenir? Vous êtes en liaison avec une autorité? Honnêtement, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'on va pouvoir regagner le domicile. Ça fait peur et on est dans l'incertitude parce qu'on n'a pas de nouvelles et on ne sait pas. Je pense que ça va durer un bon moment, voire même 2 semaines avant de savoir si on va pouvoir regagner notre domicile. Alors, au moment où vous parlez, pardon, mes priorités à l'actualité, on découvre qu'un pompier de 38 ans est décédé dans les Bouches-du-Rhône. Là, on n'est pas du tout dans la Gironde. 4e pompier décédé, mais dans un accident de la route, nous dit-on. Bon, moi, je traite l'actualité en même temps. Donc, c'est un autre problème, mais un pompier qui est décédé dans les Bouches-du-Rhône. Pardon, Loli Gonzalez. Est-ce qu'il y a une certaine solidarité qui s'est organisée entre vous? Vous téléphonez entre voisins, entre habitants de la commune? Ah oui, bien sûr. On prend des nouvelles de chacun. On est tout le temps en train de demander. On fait venir des gens. On essaye de s'orienter vers où est-ce que les gens peuvent loger, par exemple. Moi, j'ai des amis que j'ai régulièrement au téléphone. J'en ai même accueilli à la maison. Donc oui, on essaye au mieux d'être solidaires et de se venir en aide comme on peut. Et vous avez, par exemple, des voisins, des amis qui n'ont pas de solution, qui ne peuvent pas retourner chez leurs parents et ils font quoi? Alors, j'en ai, notamment des saisonniers aussi comme moi, qui eux sont logés dans des salles des fêtes et attendent de trouver une solution de logement ou bien de pouvoir revenir sur la commune, par exemple d'Arès. Vous étiez saisonnière quoi? Dans un restaurant, un bar et évidemment, vous n'avez plus de travail. En dégustation d'huîtres. Alors, pour l'instant, plus de travail, c'est un fort grand mot, mais on va attendre de savoir comment elle va évoluer. Mais très honnêtement, je pense que la saison qui a déjà commencé difficilement due à une économie est terminée, honnêtement. Ouais. Bon, oui, enfin, on espère que ça va pouvoir reprendre quand même après. Là, on est que fin juillet. Bon, espérons. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, saisonnière, donc dans la dégustation d'huîtres et évacuée d'Arès. Je vous redonne cette information. Donc, un pompier de 38 ans qui est mort dans les Bouches-du-Rhône, mais dans un accident de la route au moment où il allait ravitailler en carburant son véhicule. Ça fait partie quand même des victimes, des pompiers victimes évidemment et qui sont là pour sauver nos vies. La priorité, Général Richoux, ça reste, le président de la République l'a rappelé tout à l'heure, quand même de sauver les vies. Ça, c'est la priorité absolue. J'allais dire, contrairement à l'Espagne, pour l'instant, on n'a pas de victimes civiles. Non, on n'a pas de victimes civiles, mais on a 4 pompiers, je crois, qui maintenant ont donné leur vie. C'est 4 soldats qui sont tombés. Moi, j'ai perdu des soldats en Afghanistan. Je sais ce que c'est vraiment terrible. Et puis là, c'est lié aux opérations. Quand on est la fatigue, au bout, ça, ils sont sur le terrain depuis des jours et des jours. Il suffit d'un accident, on s'endort, etc. La fatigue joue et vraisemblablement est responsable peut-être de cet accident. Vous voyez, donc on peut pas le dissocier de la conduite du feu. Il se déplace pour aller ravitailler, il est fatigué, il a un accident. Et ben vous voyez, tout ça, ça peut faire boule de neige, c'est exponentiel. Et donc c'est effectivement un drame parce que ces gens-là qui donnent leur temps, leur vie tout au quotidien pour sauver leurs concitoyens, eh bien c'est eux qui payent de leur vie et en les remerciant d'ailleurs qu'il n'y ait pas de victimes civiles aujourd'hui. Aucune, c'est vrai, tant dans le sud-ouest que dans le sud-est. Oui. C'est quand même un résultat incroyable compte tenu de l'étendue jamais vue de ce qui est en train de se passer. Donc ils font un travail admirable. Voilà. Et il y a toujours, on le signale, un incendie dans le Var, en Haute-Corse également. Ça continue là-bas. C'est ce qui nous diffère des Espagnols qui, malheureusement pour eux, ont eu, avec les inondations dans la région de Valence, il y a 2 ans, des inondations qui ont été meurtrières,
Et nous, on a eu des inondations relativement importantes où on a constaté des pertes matérielles, certes, mais pas de pertes humaines. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a une réponse, on sait gérer ça. Et donc, il y a un système d'alerte qui fonctionne. Parce que ce qui se passe là, c'est un système d'alerte qui a été mis en place, c'est pas autre chose. Hein. C'est la même chose sur les inondations, donc ça fonctionne. Par contre, là où on n'est pas bon, c'est qu'on ne sait pas encore à empêcher le problème. Ouais, on ne sait pas prévoir et anticiper. Sur cette phase d'alerte, on est plutôt bon. Vous avez raison, il faut souligner que pour une fois, notre État centralisé qui est très critiqué, c'est une véritable force d'avoir une capacité de commandement et de décision verticale un peu, qui permet d'ailleurs de faire des bascules d'efforts des pompiers, etc. Au niveau national. Hein, et ça fait quelques années quand même maintenant. C'est pas la première fois. Là, sur le feu, ça se passe bien. Même si bien évidemment pour les pompiers qui sont décédés, c'est dramatique, mais sur les populations civiles, ça se passe très bien. On a eu différentes tempêtes ou différentes inondations où ça s'est passé bien aussi, assez récemment, et donc on peut quand même être content de ça. Je pense que ça, c'est un truc qui fonctionne, donc on va quand même pas se taper sur la tête tous les jours en disant qu'on n'est pas bon. Là, on n'est pas mauvais là-dessus. Par contre, il faut régler le reste. Le reste, il faut le régler, c'est-à-dire empêcher les feux, régler les problèmes d'inondation quand on peut le faire, tout anticiper. Donc ça, c'est un travail collectif que l'on a à mettre en place, qui est un travail de longue haleine. Manuel Diaz est avec nous. Vous avez été évacué, vous aussi, de Biscarrosse. Vous êtes professeur, ancien adjoint au maire à Biscarrosse. Vous êtes revenu chez vous ce soir ? Tout à fait, oui, on est parti, on a été évacué le jeudi soir pour Biscarrosse-Plage. Je fais partie de ceux qui ont été évacués à Biscarrosse-Plage et nous sommes revenus avant-hier soir sur une certaine partie, puisque, comme vous le savez, Biscarrosse a été évacué en plusieurs étapes et le retour aussi se fait en plusieurs étapes. Le président de la République le disait en début de soirée, le feu est fixé dans les Landes. C'est-à-dire que quoi, dans votre état d'esprit ce soir, vous dites, ça y est, c'est passé, c'est fini ? Non, on se dit pas que c'est fini. Par contre, oui, on est un peu plus rassuré, notamment vis-à-vis de toute la population. C'est-à-dire que, vous l'avez vu sur les images, le feu est impressionnant, est allé très très vite, et le fait de le savoir fixer et qu'il aille plus sur les communes voisines et notamment aussi sur Biscarrosse nous rassure énormément. Le préfet a dit il n'y a pas très longtemps, c'était ce soir qu'il était fixé mais qu'il fallait rester vigilant pour pouvoir vérifier qu'il ne reprenait pas. Dans quel état avez-vous retrouvé votre maison ? Vous avez eu peur des pillages également ? Alors des pillages, non. Alors moi c'était tout à fait particulier puisque ma maison avait pré-brûlé l'année dernière, c'était en septembre de l'année dernière, donc j'ai eu affaire aussi avec toutes les assurances, mais cette maison est aussi très près du front puisqu'elle est sur le front est, près de la zone qui a subi d'énormes dégâts et a failli brûler une deuxième fois. Mais il faut savoir que le relogement où j'étais, qui est un peu plus vers l'hypercentre, mais assez proche de l'est, là aussi a dû être évacuée dans le jeudi soir vers 21h, mais celle-ci n'a pas subi de dégâts. Mais est-ce que vous ne vous dites pas, pardon, mais c'est la deuxième fois que vous avez affaire au feu, ça suffit, maintenant je vais aller voir ailleurs? Non, bien sûr que non. On est très attaché à Biscarrosse et si vous me laissez le temps tout à l'heure d'en parler, je voudrais souligner, parce que c'est quand même assez remarquable, les Biscarrossais et même les villes alentours, où il faut savoir que les évacués de la plage, les évacués du bourg vers la plage, c'était assez particulier. Et il faut rendre hommage ce qu'on appelle les plagistes ici. Alors, je n'aime pas trop utiliser ce terme, mais ils le savent, ils en sont fiers. Nous ont accueillis les sinistrés du bourg avec une bienveillance extrême et l'ambiance était très particulière là-bas, mais il faut souligner quand même ce travail sur les Biscarrossais et on a vu, moi c'est ce que je retiens finalement de ce feu, des personnes, que ce soit au bourg, que ce soit à la plage, que ce soit dans les autres villes, qui étaient fort soudées. Et c'est intéressant, c'est très agréable à savoir, ayant été aussi adjoint au maire, de voir les Biscarrossais qui ont réagi de cette manière-là. Mais attendez, tout de même, vous n'êtes pas inquiet pour la suite, pour les prochains étés, de vous dire mais ça peut recommencer, ça peut se renouveler, ça devient compliqué de vivre là, non ?
Oui, bien sûr, il va falloir tirer des leçons de ça. Alors, il est tôt pour le dire. Aujourd'hui, la gestion de la crise, sincèrement, je pense qu'elle a été bien gérée dans l'urgence. C'était délicat, il fallait le faire, il faut le faire parce que c'est encore en cours. Et je tiens à souligner l'ensemble des acteurs qui l'ont fait, quoi qu'il arrive, quelles que soient les forces de l'ordre, les élus, les sapeurs-pompiers, les agriculteurs, enfin tout le monde était présent et la crise a été gérée comme on le peut. Maintenant, oui, bien entendu, je pense qu'il va falloir tirer les leçons de ce qui nous est arrivé, de la rapidité. Mais ça, il faudra le faire après avoir analysé. Et en 2022, on a déjà eu un cas sur la Teste. Les différentes villes ont été touchées. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Je pense que là encore, il va falloir changer. Je crois que le paradigme, il est en train de changer. Il faut aussi que l'on change avec. Merci beaucoup Manuel Diaz, évacué et revenu encore une fois à Biscarrosse. Philippe Drobinski, quand vous écoutez ce témoignage, je veux dire c'est la deuxième fois quand même que j'ai le feu l'année dernière et puis cette année, je sais pas, mettez-vous à la place de ce monsieur. Oui, il tient à sa maison, oui, il est bien, oui, il connaît ses voisins, il aime les plagistes, les pompiers, les agriculteurs, mais qu'est-ce qu'on peut lui répondre du point de vue écologique ? Bon, d'abord que le risque, malgré tout, le premier message n'est pas forcément positif, forcément, puisque les choses ne devraient que pouvoir s'empirer. Encore une fois, les surfaces exposées au risque incendie vont augmenter. D'ici 2050, on parle de 50% de plus de surfaces exposées au risque incendie, de 5 fois plus de jours de canicule. Donc, il faut d'ailleurs, les retours d'expérience ne doivent pas se faire au climat de 2026. On doit projeter la façon de réaménager, puisqu'effectivement, il ne s'agit pas forcément de dire à tout le monde qu'il faut aller migrer vers le nord. On est encore en capacité de nous adapter et donc de pouvoir anticiper des aménagements qui puissent encore une fois nous préparer à un climat de la fin du siècle et non pas du climat d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des lieux aujourd'hui en France où il ne faudrait plus bâtir ? Alors, je vais pas, encore une fois, il n'y a pas de réponse comme ça, magique, toute faite. Encore une fois, il faut regarder territoire par territoire, vulnérabilité par vulnérabilité. Mais ce qui est certain, malgré tout, on l'a vu avec le reportage juste avant, c'est que la question de l'attractivité et de l'habitabilité va se poser. Et en tout cas de l'attractivité, on va dire, à plus ou moins court terme. Donc, effectivement, des territoires très exposés. Je pense qu'il est très important. Il y en a de plus en plus des territoires très exposés. Quand on a vu les Canadaires écopés sur la Seine pour aller à Fontainebleau. Mais je rappelle que plus de 75% du territoire était couvert par une canicule rouge. Il y a encore quelques jours, quoi. Donc oui, maintenant il n'y a plus aucun territoire à l'abri des impacts du réchauffement climatique. Mais ça ne veut pas dire que, encore une fois, le réchauffement climatique, c'est 2 piliers. C'est un pilier d'abord de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le problème. Et ce que l'on voit, c'est la toile de fond. En toile de fond, c'est le réchauffement climatique. Ce sont nos émissions de gaz à effet de serre qui contribuent à y compris les fumées des incendies. Ah oui, bien. Alors ça, on pourra en reparler après, bien évidemment. Mais donc, effectivement, le contexte de l'aggravation de la situation vis-à-vis du risque incendie, c'est le réchauffement climatique, c'est nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est urgent de les réduire. Mais d'un autre côté, le climat a déjà changé et ce climat changé va encore perdurer et probablement un petit peu s'aggraver dans les 10-20 prochaines années. Et donc là, il faut s'y préparer, il faut s'adapter. Et donc, mais il est important maintenant de s'adapter et de faire des retours d'expérience, non pas sur ce qui vient de se produire et de repartir sur un climat, sur un contexte de climat de 2026, mais bien se projeter en 2050 ou 2100 pour pouvoir trouver les solutions qui permettent à chaque territoire de s'adapter au mieux. Ouais. Si vous nous rejoignez sur LCI, encore une fois, feu fixé dans les Landes, ça c'est la bonne nouvelle du soir. Les vents, nous disait Louis Baudin, pas plus de 10 km/h pendant la nuit. Exactement. Donc, là, on peut être un petit peu optimiste. En revanche, la situation, globalement, en Gironde, est toujours extrêmement compliquée. Vous parliez de modèle, Louis, c'est-à-dire
on étudie plusieurs modèles possibles qui va de tout va bien à la catastrophe? Ah non, c'est pas du tout ça. En fait, on utilise plein de modèles, c'est-à-dire les moyens qu'utilisent les grands services météo pour essayer de prévoir le temps. Et c'est vrai que grâce maintenant à Internet, on a accès à toutes les informations venant quasiment du monde entier. Donc, un météorologue, ce que je suis, il cherche à aller chercher l'information partout. Donc, j'utilise un modèle français. Il y a plusieurs modèles français, un modèle anglais. Il y a un modèle allemand, puis il y a des modèles américains. On n'est pas capable de s'harmoniser là-dessus. Ah bah si, justement, on les confronte, on essaye de voir celui qui marche le mieux, celui qui est le plus constant, c'est réactualisé. Il y a de l'IA là-dedans ? Alors l'IA est en train d'arriver, mais c'est pas encore totalement concluant. Mais on espère que dans les prochaines années, ça nous aide effectivement à la fois dans les échéances et dans la précision. Et donc on confronte tous ces modèles-là pour essayer d'en tirer un peu le meilleur, ou en tout cas la meilleure prévision possible. C'est le travail du prévisionniste, c'est ce que je fais en permanence pour essayer de proposer la prévision la plus juste ou la moins fausse, parce que on reste humble dans ce domaine-là, je vous le garantis. Et est-ce que par exemple en Gironde en ce moment, on a multiplié les services, les effectifs pour avoir des choses beaucoup plus précises? Il est probable qu'à Météo France, donc à Toulouse, où il y a le centre de prévision, on se soit un peu focalisé, qu'on ait peut-être fait, comme on dit, tourner des modèles à grande précision pour essayer d'avoir une justesse, ou en tout cas une précision plus fine, notamment sur les vents et sur la prévision des vents dans les prochaines heures. Alors quand on essaye d'être plus juste comme ça, en général, on ne va pas très loin en échéance, mais on essaye d'être plus précis, parfois à quelques kilomètres près. Ouais, et c'est là, malheureusement, que c'est important pour les pompiers aussi. Et c'est pour ça qu'on essaye de donner la meilleure réponse possible pour anticiper et pouvoir placer, j'imagine, les équipes ou attaquer le feu dans les bonnes prédispositions par rapport à cette prévision. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, en revanche, on fait des progrès qui sont quand même assez considérables. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la prévision. Je l'ai fait notamment dans le sud-est, puisque j'ai travaillé à Marseille notamment. Et là, c'était encore très compliqué il y a quelques décennies pour faire ces prévisions-là. Heureusement, aujourd'hui, on commence à être un peu plus précis. Et entre guillemets, on ne passe plus à travers une prévision de manière flagrante. Ce qui était encore le cas, des prévisions il n'y a pas si longtemps que ça. On pouvait se tromper sur des vitesses de vent, je pense à la vallée du Rhône, que je connais assez bien, ou même parfois en bord de mer, où à 10 ou 20 km/h près, on était encore un peu juste. Bon, heureusement, aujourd'hui, on a largement progressé, et notamment dans les 24 heures à venir, on est beaucoup plus juste, et notamment sur la zone là qui nous concerne. Je pense qu'il n'y aura pas de grosses erreurs sur la prévision. Merci Charles Flageol. On retourne sur le terrain. Vous retrouvez à Sainte-Hélène avec Alice Chaumy à vos côtés. La nuit maintenant est bien là. Vous êtes toujours devant des engins de pompiers. Qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Eh bien, avec Alice Chaumy, on a assisté tout à l'heure à une reprise de feu entre la commune de Sainte-Hélène et Somos. On a vu un Dash larguer du produit retardant sur cette zone incendiée, plusieurs hélicoptères, une cinquantaine de pompiers au sol. Et le travail, on peut le dire, a payé grâce à cette mobilisation aérienne et terrestre, puisque la situation sur cette zone semble être maîtrisée. Désormais, c'est la relève de nuit qui reprend le relais. Les moyens du jour sont partis, sont rentrés se reposer. Ce sont les pompiers de Gironde qui vont assurer cette nuit. Ils ont plus de moyens, plus d'hommes sur place. Ils resteront toute la nuit à faire des déplacements dans le secteur à la recherche de la moindre reprise de feu. On a discuté avec le commandement des pompiers. Il nous a dit qu'ils allaient laisser des engins sur place pour faire de la surveillance toute la nuit. Il va également positionner ces hommes sur des points stratégiques, là où il y a le plus de vent. Il va également profiter de cette nuit plus fraîche pour traiter les lisières en bord de route ou encore dégager des axes routiers. C'est ce qui va se passer cette nuit qui s'annonce plus fraîche avant l'augmentation des températures dès demain, où bien évidemment le travail des pompiers va être beaucoup plus compliqué, avec aussi plus de vent.
Merci beaucoup Charles Flagel avec Alice Chaumy à vos côtés. On a bien senti qu'aujourd'hui il y avait une espèce de course contre la montre pour faire le maximum, attaquer au maximum le feu, les produits retardants, mais ça repart quand même dans la soirée dans certains endroits. Regardez par exemple ces images qui nous proviennent de Claouet à l'entrée de la presqu'île du Cap Ferret, où toute la journée, eh bien, les bulldozers de l'armée ont fait ces espèces de grandes saillies dans la forêt. Regardez ces engins qui vous découpent un arbre en rondelles comme si c'était une baguette. Ça, on a pu le faire aujourd'hui parce que, Louis, les conditions météo étaient meilleures et on savait qu'on avait 24 heures devant nous. Exactement. Et puis surtout, je pense que localement, les équipes commencent à maîtriser un peu, ou en tout cas avoir une idée un peu plus globale, et donc de savoir précisément où ces grandes trouées à tracer ou à opérer allaient être les plus efficaces pour l'avenir. Donc voilà, ils ont essayé de reprendre un petit peu d'avance, peut-être sur la progression d'un feu éventuel à l'avenir. Et je pense qu'autour de Bordeaux, ils sont en train de faire exactement la même chose pour essayer de prévenir une reprise, notamment si le vent repart d'ici 2 ou 3 jours. Parce que évidemment, malheureusement, la sécheresse, qui est quand même le facteur le plus aggravant. Sécheresse plus importante que celle de 76, nous dit-on. En tout cas, en termes d'intensité, pas en durée, mais en tout cas en termes d'intensité localement, c'est clair que c'est beaucoup plus fort que 1976, en raison des températures, en raison de la durée, en raison de la masse d'air qui ne change pas. Et donc là, malheureusement, on n'a pas de perspective pour la semaine qui arrive de voir un peu d'humidité. Donc malheureusement, il faut anticiper, essayer de prendre un peu d'avance à travers ces trouées pour contenir éventuellement les feux qui pourraient reprendre. De même que la canicule, vous n'avez pas véritablement vous pouvez pas nous dire ça s'arrêtera samedi ou dimanche. En fait, c'est la prévision de la 6-7 jours, la pluie pense. Donc voilà, ça s'arrête assez vite. Donc il est certain que là, sur les 6 jours qui arrivent, les températures vont rester très élevées. Est-ce qu'on sera en seuil de canicule ou pas? Peu importe. On va rester. Mais dans la région, là, combien? On va rester en forte chaleur. On va rester entre 30 et 35 degrés. Peut-être temporairement un peu plus pour la journée de mercredi. Mais on dépassera systématiquement les 30 degrés. Donc ça veut dire sécheresse. Ça veut dire température très élevée. Donc un facteur de risque qui reste très important en attendant cette pluie qu'on ne voit pas dans les 6 prochains jours. Ah oui, dans les 6 prochains jours, pas de pluie. On voit quelques orages, mais a priori, la zone n'a pas l'air concernée pour l'instant. Malheureusement, là aussi, on sait qu'au-delà de 2-3 jours, il va falloir affiner la prévision. Mais pour l'instant, on n'est pas très optimiste sur ce plan-là. Ça sert à quoi, ces grandes trouées dans la forêt? Parce qu'on nous dit aussi que les flammes peuvent sauter d'un endroit à un autre. Alors, justement, si le principe du saut de feu est suffisamment important, si cette trouée est suffisamment importante, si la végétation de part et d'autre, justement, n'est plus trop haute, on peut espérer, si les vents ne sont pas violents, limiter, pouvoir contenir le feu d'un côté de cette trouée. Ouais, écoutez justement ce spécialiste de la sécurité civile qui est sur place. La stratégie, c'est vraiment de retirer tout ce qui est végétation pour qu'on puisse bloquer le feu et qu'il n'y ait rien à grignoter pour avancer. Donc en fait, on va l'arrêter, le feu, on va lui retirer son carburant, donc il n'aura plus de végétation pour avancer et on va le bloquer à ce niveau-là. Voilà, donc l'importance de ces 24 heures qu'on vient de vivre pour faire le maximum de trouées et faire du préventif, en quelque sorte. Oui, ce sont des véritables lignes d'arrêt d'un point de vue militaire. C'est ce qu'on appelle l'aménagement du terrain. Je vois que vous avez toujours un langage militaire bien sûr, parce comparé à une guerre, la guerre du feu. Mais c'est une guerre et il n'y a aucune différence de nature entre la guerre avec un véritable ennemi et ce que l'on voit là. Il faut une stratégie, il faut des soldats qui manœuvrent, qui vont au contact. On sait que la guerre, elle se gagne au sol. Parce que moi, j'ai découvert, alors là, je ne le savais pas, qu'un Canadair n'éteint pas le feu. Un Canadair permet de contenir le feu, mais que c'est toujours les troupes au sol qui doivent éteindre le feu. Les pilotes de Canadair le disent bien. Alors que ça permet effectivement, avec l'effet de souffle et puis avec les tonnes d'eau, d'écraser le feu. Mais ensuite, le feu va repartir s'il n'y a pas les troupes au sol. Donc il faut de la masse. C'est un problème industriel, on le voit bien. Il faut des engins, etc. Et là, vous avez... Alors le BTP prête aussi beaucoup d'engins sur place en ce moment, en Gironde, le bâtiment de travaux publics, prête des engins en plus de l'armée qui a aussi des bulldozers. Et ce qu'on appelle en termes du génie, c'est de la contre-mobilisation
contre-mobilité. C'est-à-dire la contre-mobilité, c'est d'empêcher l'ennemi d'avancer. Et donc là, vous avez exactement cette affaire-là. L'ennemi, c'est le feu, qui est été par le vent, qui a un certain nombre d'alliés. Et donc là, c'est la contre-mobilité, c'est faire une tranchée de suffisamment large pour effectivement établir une ligne d'arrêt. Alors là, dans les aménagements suivants, j'imagine, mais c'est ce qu'on voit dans le sud-est. Hein. Moi, je connais beaucoup mieux la côte méditerranéenne parce que moi, je suis bourguignon. Alors, on descend plus sur le Rhône. Et j'ai toujours vu des saignées comme ça. C'est beaucoup mieux organisé avec des miradors. Je veux dire, généralement, le sud-est aujourd'hui, les incendies de ce type-là, on les voit plus avec cette intensité. On les a pas assez fait. Ah ben là, je pense que ça a été négligé et que maintenant, dans les Landes, ce sont des lignes d'arrêt qu'il va falloir faire en permanence. Si on veut protéger les habitations, les populations, il va falloir s'interroger de savoir où on va mettre ces lignes d'arrêt avec un glacis de plusieurs centaines de mètres pour éviter effectivement les sautes de feu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, Emmanuel Macron, qui parlait avec les pompiers, certains pompiers lui disaient, mais on est aussi confronté à certains sylviculteurs, je dis certains, qui veulent pas abattre des hectares entiers de forêt parce que c'est de l'argent en moins. C'est vrai, ça? En fait, c'est la partie un petit peu cachée des impacts du réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique, c'est à la fois des conséquences environnementales, mais d'énormes conséquences économiques. Et donc, l'inaction climatique, ça a en vérité un énorme coût. Et on dit souvent, enfin, les économistes de l'environnement et du climat le disent bien, le coût de l'inaction est bien plus supérieur au coût de l'action. Et donc, il est grand 13 000 entreprises en Gironde à l'heure actuelle qui sont à l'arrêt et 130 000 personnes qui n'ont plus de travail pour l'instant. Bien sûr. Et puis, encore une fois, la viabilité d'une entreprise, d'un secteur d'activité qui est très affecté par cet incendie et ce témoignage le montre. Donc oui, il est important de dire que on paye les pots cassés de 30 ans d'inaction climatique. Alors quand je dis inaction climatique, je vais effectivement moduler mon propos parce que effectivement le GIEC sert à quelque chose et les conférences sur le climat servent aussi, puisqu'il y a encore 15 ans la perspective du réchauffement climatique à la fin du siècle c'était 4 degrés, on est plutôt sur 2,7, 3 degrés. Donc il y a des actions climatiques en cours qui vont porter le fruit des politiques climatiques. Notamment en Europe. En Europe, mais ailleurs aussi. Je vous rappelle que Donald Trump dit pomper, forer, du pétrole partout. Effectivement, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué outre-Atlantique, ça je vais pas le cacher. Les Chinois s'y mettent. Mais ce qui est important, c'est que non, les politiques climatiques ont eu un impact, pas du tout à la vitesse à laquelle elles sont nécessaires, puisque je vous rappelle que l'accord de Paris s'est resté en dessous de 2 degrés, et lorsque l'on voit qu'on n'est pas encore à 1,5 degré de réchauffement climatique, la question peut se poser de notre capacité à nous adapter sur la trajectoire sur laquelle on est. Donc il est grand temps, et il est encore une fois urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais effectivement on doit revisiter notre façon, les secteurs d'activité, comment ils se développent, lesquels, et revisiter un petit peu notre façon de vivre. Donc et ça doit encore se faire de façon collective, de façon et absolument pas de façon imposée par le haut. Mais il fut un temps où le GIEC, on vous traitait comme de doux illuminés, laisser faire l'industrie, laisser faire le commerce, ça suffit. Maintenant, ça a changé tout ça. Non, je crois pas. Enfin, je veux dire, je crois pas. J'en sais rien en fait. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous dites il y a un certain temps, on nous traitait d'illuminés, je pense qu'on peut remonter juste il y a pas encore quelques mois. Certains nous traitent encore d'illuminés. Il faut savoir que non, là, il y a clairement la parole du scientifique est mise à mal depuis quelques années, très fortement. Et effectivement, on peut voir ce qui se passe outre-Atlantique et probablement ça a donné un petit peu le mode d'emploi pour attaquer le fait scientifique. Donc effectivement, il y a encore une fois, les politiques environnementales, et je ne vais pas aller très très loin dans le temps pour dire que les politiques environnementales sont très fortement mises à mal. Il y a encore peu de temps, certaines mêmes agences de l'État environnemental, que l'on parle de l'Office français de la biodiversité ou de l'ADEME, eh bien là aussi étaient menacées. Donc je crois que... Mais attendez, il y a encore quelques semaines, on en était à dire, oh là là, le pétrole est à plus de 2 €, c'est scandaleux.
Alors qu'il faut arrêter l'ère du pétrole et passer à l'électrification, si je ne me trompe pas. Non, mais bien sûr. Vous dites. Tout à fait. Il faut la seule bonne goutte de pétrole, c'est celle qui reste dans le sol, ça c'est clair. Maintenant, avec une grande humilité, je suis pas là ni pour donner des leçons. Enfin, encore une fois, se sevrer, c'est pas simple. Mais en tout cas, ce sevrage est nécessaire. De toute façon, encore une fois, on est face à un problème qui est un problème purement physique. Chaque molécule de gaz carbonique, de gaz à effet de serre qui part dans l'atmosphère, il reste pour des centaines voire des milliers d'années, et que donc on n'a pas le choix. Encore une fois, si on veut garder une planète habitable et habitable de façon désirable aussi, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Donc le plus tôt on le fera, le moins ça coûtera et le mieux on se portera. Alors... Et je finirai juste, puisque il y a quand même eu quelque chose qui m'a un petit peu interpellé sur la gestion de l'éco-anxiété, une circulaire qui a été une sorte de guide de gestion de l'éco-anxiété qui a été publié par le gouvernement. Je crois que la meilleure action contre l'éco-anxiété, c'est d'avoir justement une politique climatique, atténuation, réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation, et que ce soit une politique partagée, collective, et ne pas gérer l'éco-anxiété au niveau individuel. Merci au lieutenant-colonel Philippe Taroux d'être avec nous. Vous voyez comme nous ces images. Quelles sont les informations qui vous remontent en ce moment? Est-ce qu'il y a vraiment des départs à nouveau de feu en Gironde, ou bien la situation a tendance à se stabiliser? Alors écoutez, je resterai sur les éléments qui ont été dits précédemment. La fenêtre météo était plutôt favorable, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc l'éclosion liée à ces conditions-là a été plus faible que les jours précédents. Néanmoins, la vigilance est tout à fait de mise, et surtout les évolutions sur les jours à venir nous laissent encore à craindre soit des risques de nouveaux départs, ou alors de reprise sur les chantiers encore actifs, tant en Gironde que dans le Var pour les principaux. Oui, c'est vrai qu'on parle moins du Var en ce moment, mais que l'incendie se poursuit là-bas. Qu'est-ce que vous craignez pour cette nuit sur la Gironde ? Alors toujours pareil, sur la Gironde, les foyers sont encore très présents sur le pourtour complet. On parlait de plusieurs dizaines de kilomètres de lisière à traiter. Donc les reprises sont régulières, bien que toutes les troupes soient réparties. La fatigue aidant, mais l'énergie de tout le monde fait que il faut faire de la surveillance. La nuit toujours un peu plus difficile, mais c'est à ce moment-là que se gagne la guerre du feu. C'est surtout la nuit, lorsque les conditions météo sont les plus favorables. Donc j'espère en tout cas, tous les hommes sur le terrain ont notre soutien pour ne rien lâcher et faire en sorte que demain matin, comme le disait le contrôleur général, directeur chef de corps, eh bien que la situation puisse être la plus favorable possible, et que les incidences météo ne soient pas favorisant en tout cas les nouveaux départs ou les reprises. Louis Baudin, qui vient de nous quitter, nous disait malheureusement la canicule revient, notamment mercredi. Les vents heureusement pourraient être plus modérés qu'on ne pensait, mais la chaleur, ça va être le combat numéro 1, notamment pour les équipes sur place qui souffrent aussi de la chaleur. Oui, bien entendu. Alors la chaleur, on parle principalement du dessèchement de la végétation, mais c'est le même principe sur nos hommes. De surcroît, nous avons un équipement relativement lourd avec un surpantalon textile pour éviter justement tout risque de brûlure ou d'effet thermique, une veste de feu que nous appelons, qui est aussi relativement lourde et isolante, mais forcément isolante de l'extérieur et de l'intérieur. Le casque traditionnel et la cagoule qui nous permet de nous protéger à la fois les cheveux, la peau, mais également c'est une barrière de protection respiratoire. Tout cet ensemble-là fait que la déshydratation des personnels dans l'effort est très importante et amène surtout à une fatigue toujours plus prégnante, avec une déshydratation bien entendu. Le manque de sommeil, on l'entend régulièrement, c'est une certitude. Pour certains de nos collègues, c'est quelques heures de sommeil depuis plus de 3 jours de combat. Donc
ça commence vraiment à tirer inévitablement, même si les relèves sont organisées, bien entendu. Ouais, et justement, est-ce que les effectifs sont suffisants sur les chiffres que vous avez ? Alors, les chiffres que nous avons, 2500 hommes que sapeurs-pompiers sur place, 1500 militaires, tout régiment confondu, plus si on rajoute les associations, les agriculteurs, etc., je pense qu'on doit avoisiner les 5 ou 6 000 personnels à la lutte. Donc, c'est quelque chose de considérable qui, dans l'organisation, dans la répartition, relève vraiment d'une organisation du commandement très, très, très difficile, très exigeante, bien entendu. Mais au-delà de ça, avoir plus de personnel, pourquoi pas, mais derrière, il faut arriver à les coordonner efficacement. Oui, c'est là aussi où réside le problème. Mais restez avec nous, si vous le voulez bien, lieutenant-colonel Philippe Tarrou. Mika Blujon-Méred nous a rejoint. Vous êtes chercheur senior en géopolitique de la transition énergétique à l'Université du Québec à Trois-Rivières et enseignant à l'école de guerre et à HEC Paris. La situation qu'on vit actuellement en Gironde, 42 000 hectares partis en fumée, 220 000 évacués, le feu toujours dans l'incertitude. Est-ce que vous-même, vous aviez prévu ce type de scénario ? En fait, on a été beaucoup, je pense, sur les différents plateaux de télévision, en étant plus ou moins humble ou plus ou moins surtout mesuré, à avoir évoqué des scénarios pouvant aller jusque-là depuis déjà plus de 3 semaines. En réalité, sur ce feu-là, on a évoqué les problématiques que vous décrivez, qui se sont matérialisées déjà depuis jeudi soir. Et ce qui est assez terrible, c'est que les scénarios les plus catastrophiques, entre guillemets, ou les combinaisons de facteurs les plus défavorables, se sont effectivement matérialisés au fur et à mesure des jours. Donc là, le problème qu'on a, et je pense que c'était... Vous disiez, non, ça va pas arriver, si, ça arrive. Mais oui, parce qu'en fait, il y a deux enjeux. La question, c'était, est-ce que ça allait arriver à une échéance relativement de moyen terme, dans les années 2030-2040 ? Ça, la réponse était oui, et je pense que Philippe, là-dessus, est tout à fait aussi armé pour vous dire la même chose. Maintenant, ce qu'on a, c'est qu'il y avait un certain nombre de plans de prévention des risques, ou de plans, par exemple, d'évacuation maritime, révisés en 2023 pour le Cap Ferret, qui avaient été mis en place avec la perspective que ça pourrait arriver. Et de fait, comme avec Fontainebleau, on a vu en fait que, heureusement qu'il y a eu ces premiers rétex, ces premiers donc retours d'expérience, et avec des développements ensuite politiques et des développements aussi de doctrine, des développements techniques basés sur ces retours d'expérience, également de nouvelles méthodologies mises en place, notamment d'évacuation, parce qu'il faut le rappeler là aussi, évacuer 220 000 personnes, c'est la plus grande mobilisation et mouvement de migration interne au sein de la France depuis la Seconde Guerre mondiale, sans une anicroche, au sens où il n'y a pas eu donc de décès, pas de victimes ou de victimes, exactement. De morts. Bon. Ça c'est absolument 80 pompiers blessés, on le rappelle. Bien sûr, et c'est absolument fondamental de se dire que là-dessus, il y a une préparation qui a marché. Alors ça n'a pas marché pour tout le monde, au sens où, bien sûr, il y a des maisons, malheureusement, qui ont pris feu. Beaucoup de gens ont tout perdu, et il faut pas le perdre, évidemment, de vue. Mais de fait, les plans qui ont été mis en œuvre par rapport à ces scénarios les plus catastrophiques n'ont pas tous dysfonctionné, loin de là. Et ça, c'est effectivement à saluer. Ça démontre, sinon une préparation, une prise de conscience. Voilà, donc on a plutôt bien géré de ce côté-là. Pour vous, le scénario de catastrophe, ce serait quoi ? Ce serait un autre feu de cette ampleur ailleurs en France ? Alors, il y a deux scénarios catastrophes. Il y en a un très immédiat, si vous voulez, par rapport à l'agglomération bordelaise, qui est assez évident ici. Vous savez qu'on a des températures qui vont remonter très fortement demain. On l'a déjà dit sur ce plateau hier soir à la même heure. La journée de mercredi va être absolument cruciale. Et on espérait, quand on le disait hier soir à la même heure avec Margot Haddad sur ce plateau, que la journée de lundi soit la plus efficace possible pour préparer mardi et mercredi. On a vu toute la journée les pompiers créer des espèces d'énormes... Des pare-feux, oui. Pare-feux partout, se ravitailler en eau, les Dash à ne pas arrêter avec les produits retardants. Enfin, c'était la course contre la montre pour faire le maximum
en cette journée de lundi. Exactement, par rapport à demain et surtout à mercredi, voire en fait en réalité cette vague de chaleur localisée sur la région de Bordeaux jusqu'à vendredi. Donc dans ce contexte-là, il y a un scénario où malheureusement le pyrocumulonimbus pourrait amener c'est-à-dire ces nuages de feu totalement incontrôlables. Oui, générés par le feu lui-même, par la convection de l'air, des cendres, de la vapeur d'eau et de la fumée, qui fait qu'effectivement les vents sont de plus en plus violents, sont incontrôlables ou plutôt imprévisibles par les pompiers qui doivent sans cesse s'adapter. L'enjeu ici, il est de comprendre que même si on a des pare-feux qui sont efficaces, comme on a des sautes de feu possibles de l'ordre de 500, 800, voire plus de 1 km de distance. Mais là, contre ça, on peut rien faire. C'est bien le sujet. C'est bien le sujet. Donc, dans ce contexte-là, il y a un scénario catastrophe, si vous voulez, immédiatement pour la fin de cette semaine. Et c'est pour ça, évidemment, que tout le monde se bat. Le deuxième scénario catastrophe. Bordeaux n'est pas sauvé ce soir. Hein. Bordeaux n'est pas sauvé ce soir. Et avant Bordeaux, il y a évidemment les communes limitrophes sur la partie ouest de la métropole qui sont évidemment pas négligeables. Parce que si je prends les sites stratégiques qui peuvent être dans le secteur du militaire, dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur du spatial, dans le secteur énergétique, mais aussi tout simplement les sites Céveso, donc c'est-à-dire les sites qui sont particulièrement sensibles d'un point de vue explosion ou pollution chimique, qui sont effectivement dans cette zone-là. On n'est pas ici sur un scénario où tout va bien et on verra bien ce qui se passe d'ici mercredi ou vendredi. Le deuxième enjeu, c'est là un enjeu, et je réponds à votre question plus directement, un enjeu à moyen terme. Et ça, tout le monde, évidemment, depuis des années, au sein de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, le dit, alerte et effectivement aussi forme, via l'ENSOPS par exemple, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, forme à l'enjeu de est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où on aura 2 mégafeux, 3 mégafeux, 4 mégafeux en plus divers points du territoire concomitamment. Ça, ce serait absolument fondamentalement difficile, c'est un euphémisme à gérer, et même au niveau européen, si vous n'avez pas, si vous avez, admettons, un seul feu en France, mais que vous en avez 4, 5 au niveau européen, dans des pays qui, du coup, ne peuvent pas nous partager leurs moyens de lutte incendie. Parce qu'eux-mêmes ont à résoudre leurs propres incendies. Bien sûr, comme l'Espagne, maintenant, qui ne peut pas nous donner, évidemment, ses moyens capacitaires. Ça, c'est un véritable problème. Ils ont une dizaine d'avions, l'UE, en propre, mais il est prêt déjà, là, en ce moment. Puisqu'il nous en a envoyé 5, et 2 hélicoptères. Donc il y a les moyens des autres États membres, mais il y a également des moyens propres à l'UE qui sont là, stockés pour être distribués. Il y en a 4 qui sont partis vers l'Espagne et 5 chez nous. Donc il y a des choses qui sont faites quand même au niveau européen. Voilà. Et puis il y a une bonne nouvelle sur le feu des Landes. C'est une bonne nouvelle évidemment que le feu soit fixé pour les populations locales, pour tous ceux qui vont pouvoir retourner chez eux, voir les dégâts, etc., etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi des sites majeurs, par exemple le site pétrolier de Vermillon, donc sur Parentis, qui est le principal champ pétrolier français et qui alimente justement les armées françaises. Ça représente 0,7% en réalité de la production nationale, donc ça paraît peu, mais effectivement par rapport aux forces armées qui consomment 1% de la production de brut national, c'est significatif. Bref, ce site-là pour le coup est préservé. Et là, au-delà de la question écologique du champ de pétrole en lui-même, c'est vraiment l'infrastructure énergétique critique qui là, pour le coup, est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'elle soit sauver des flammes. Oui, et puis il faut ajouter que dans la région de Bordeaux, il y a beaucoup d'installations de défense de très très haut niveau. Donc il y a, sans être exhaustif, il y a Dassault Aviation, Thales, Safran, il y a Ariane Group, on y produit des moteurs pour des lanceurs, pour les missiles, on y produit le Propergol. Voilà, il y a le laser mégajoule qui est là. Enfin, vous voyez. Et ça, c'est dans l'ouest, je crois, de Bordeaux. Hein. Je veux dire, c'est véritablement, ça pourrait être, ça pourrait être des pans entiers de la technologie. De la très haute technologie française. Ça, ce sont nos fleurons qui sont là. Et à Saint-Émilion, il y a du bon vin aussi. Oui. Oui aussi. Mais attention, ça pourrait pas partir en fumée. Attention, par exemple, le laser mégajoule, donc une infrastructure scientifique rattachée au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, qui est absolument fondamentale d'un point de vue stratégique. Pour vous donner un ordre de grandeur, non seulement il traite des enjeux liés à la fusion, etc., mais surtout le laser mégajoule, il sert en fait à faire les simulations de notre dissuasion nucléaire pour que nous n'ayons plus à faire de de tests réels, comme on le faisait évidemment jusqu'en 96 par exemple en Polynésie. Donc fondamentalement le laser mégajoule il est clé, mais tout autour de ces infrastructures-là, vous avez des pare-feux, des zones non boisées, et pour le coup, ce genre d'infrastructure n'est pas sous un danger immédiat. Les centrales nucléaires sont protégées aussi. Les centrales nucléaires sont assez loin. Alors, en l'occurrence, la centrale nucléaire du Blayais, effectivement, elle est de l'autre côté de la Garonne, donc de l'autre côté du grand fleuve évidemment qui passe par là. Qui avait été inondée à une époque. Absolument. On n'avait pas vu venir non plus. Et justement,
puisque vous en parlez en termes de prévention des risques, le retour d'expérience de l'inondation de la centrale du Blayais a servi derrière à l'augmentation des normes, justement, sur le nucléaire français par rapport à ce genre de risque. Allez, on retourne sur les images de la journée, cette espèce de course contre la montre pour sécuriser au maximum ce qui pouvait l'être, avec ces pompiers suisses. Vous parliez, général, de l'aide de l'Europe. Les Suisses aussi, qui pourtant ne sont pas l'Union européenne, ils sont en partie de l'espace économique européen, donc ils sont solidaires, effectivement. Donner un coup de main aux pompiers français. Et non seulement ils étaient là, mais ils sont aidés également par les agriculteurs locaux. Regardez. Doucement. Levez au camion, au camion. Ah, stop. Au camion. Comment on travaille avec les pompiers français ? On travaille très bien puisqu'on a les mêmes doctrines, les mêmes pratiques. Donc pour nous, il n'y a pas de surprise dans la manière de travailler. On est parfaitement concordants. Là, vous venez en aide aux pompiers suisses ? On n'a pas le choix, on y est. On essaie de sauver nos terres au mieux qu'on peut. C'est ça qu'on demande à tout le monde de venir. Pompiers, couvreurs, maçons, tout ce que vous êtes, si vous n'avez pas peur des flammes. Venez ramener des litres et des litres et des litres. C'est important. On a un boulot pour vous. Ouais, allez, c'est parti. On a des bossettes derrière à mettre sur le dos. Ouais. À partir de là, vous pouvez traiter les tout petits foyers qu'eux, ils n'arrivent pas à choper. Retournez tranquille à la tonne. Il y a de l'eau aussi pour vous à boire. Okay. Et puis équipez-vous. Vous demandez à mon chauffeur. Okay. Il vous équipera avec des bossettes à eau. Ça joue ? Cool, merci. Voilà, alors les bossets, là, on va le voir à l'image, mais c'est une espèce de sac à dos qu'on peut remplir d'eau. Et donc, c'est très mobile et ça permet aussi, là aussi, d'attaquer les feux. Lieutenant-colonel Philippe Taroux, vous êtes toujours avec nous. Cette solidarité sur le terrain, on les voit ici en bas à l'image, les bossets, des agriculteurs, ça aussi, c'est fondamental pour vous ? Alors, c'est une notion dans l'entraide qui peut paraître évidente. Mais en tout cas, cet engagement spontané de solidarité, il est évident que ça aide à la lutte. Là où les agriculteurs nous amènent de l'eau avec les citernes, les tonnes, tout ce qu'ils ont, c'est autant de moyens sapeurs-pompiers en alimentation, ce que l'on appelle des groupes d'alimentation, plusieurs engins qui n'ont qu'une seule vocation, c'est faire du ravitaillement. Eh bien, ça nous économise forcément des moyens matériels, mais aussi des hommes et surtout des délais de rotation qui vont être beaucoup plus rapides. Je voudrais revenir sur ce qui a été montré sur les images précédentes, notamment tous nos camarades de l'Union européenne, que ce soit les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois. Je tiens à dire que depuis plusieurs années maintenant, l'école de formation de l'entente valable en matière de feux de forêt, au travers de la doctrine nationale, qui est un seul pilier, qui est l'attaque massive des feux naissants, eh bien, nous accueillons très régulièrement des officiers européens, des pays que je viens de dire, justement pour que l'on parle le même langage, que l'on ait la même doctrine, bien entendu, mais aussi la même étude pour monter une tactique opérationnelle. Et l'intégration de ces forces complémentaires se font maintenant de plus en plus naturellement au sein des dispositifs sur les différents chantiers, en tout point de l'État français. Et ça, je pense qu'on peut se réjouir notamment de cet apport supplémentaire. Ça se passe dans les airs, mais ça se passe également au sol, où la lutte est très compliquée pour cette partie. Je reviens sur l'aide quand même des agriculteurs. Ça demande aussi une coordination importante parce que cette aide, il faut qu'elle soit canalisée. Ça peut aussi être contre-productif, voire gêner les déplacements des pompiers, par exemple. Oui, c'est une évidence. Toute organisation de cette taille nécessite, en tout cas, une bonne organisation. Et je suppose que parmi les agriculteurs, il y en a certains qui sont désignés comme les points d'entrée pour le commandement girondin, pour qu'on puisse donner des missions et par subsidiarité, eh bien, retransmettre la tactique et en tout cas les points de rendez-vous. Ça n'empêche que certains voulant bien faire, il faut y mettre également toute la partie sécuritaire, sont peut-être amenés de façon beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante à faire des actions spontanées. Soit ça peut être louable, mais attention en tout cas à des engagements qui pourraient être soit dangereux ou en tout cas être contre-productifs.
Merci, restez avec nous, Philippe Tarou, merci d'être avec nous. On va repartir sur le terrain et on n'arrête pas ce soir dans cette édition spéciale, évidemment, alors que, on vous le rappelle, le feu des Landes a été fixé, a annoncé Emmanuel Macron aux alentours de 20h30 ce soir, alors que celui de Gironde est toujours très difficile. On se bat pour gagner la bataille du feu, a annoncé le président de la République, qui précisait que 67 aéronefs avaient été mobilisés dans toute la France. Xavier Titelman, spécialiste aéronautique, nous disait ça a été du jamais vu, ça. 67 aéronefs partout en France. Mathis Nico, vous êtes avec nous, avec toujours Agathe Giraud à vos côtés dans cette nuit girondine. Où êtes-vous et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoutez, nous sommes sur cette fameuse route départementale 106. Vous savez, c'est celle qui traverse toute la Gironde, de Bordeaux jusqu'à Lège-Cap-Ferré. La route est totalement fermée depuis le début des incendies mercredi pour permettre justement le passage des grands convois de pompiers que l'on voit passer toute la journée sur cette route dans un sens, dans l'autre. Ici, précisément, nous sommes vers Blagon et nous sommes avec une colonne de l'Indre. Vous le voyez, toujours des pompiers mobilisés de toute la France, on l'a vu toute la journée aussi. Et là, la mission, ce sont des missions de reconnaissance pour prévenir tout départ de feu. En fait, vous l'avez peut-être vu sur nos images il y a quelques minutes, à partir de l'arrière d'un camion comme celui-ci, les pompiers remplissent des sortes de gilets, comme des gilets de sauvetage, mais remplis d'eau, avec un petit moyen pour mettre de l'eau. D'ailleurs, on les voit revenir là de leur mission de reconnaissance. Et le but, c'est évidemment dès une fumerole, dès la première flamme, verser de l'eau dessus. Et c'est un travail qu'ils font toute la nuit, un peu partout ici en Gironde, puisque vous l'avez dit, le feu n'est toujours pas fixé. Merci beaucoup, Mathis Nico, en direct toujours ce soir dans la nuit girondine. Qui coordonne tout ça, général, parce que ça demande une coordination primordiale. Là, on voit, ce sont des petites unités de pompiers qui toute la nuit vont aller à la recherche des fumerolles. Il y a une coordination générale. Oui, il y a un PC central. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas, mais il y a véritablement un PC central qui coordonne l'action de tout le monde, parce que, alors là, on a de la chance, les pompiers suisses nous disent qu'ils sont formés de la même manière, qu'ils y arrivent. Mais je rappelle que heureusement, que l'armée française, elle, est obligée de se coordonner au plus près, parce qu'elle apprend aussi en marchant, et notamment l'armée de l'air n'a jamais travaillé avec la 400M par exemple avec les Canadair. Donc il y a un PC central. Donc ça c'est nouveau pour eux. Oui, la 400M, ça c'est nouveau. Maintenant, les unités du génie. 2 rotations aujourd'hui. Oui, alors les unités du génie, je veux dire, c'est du travail normal, ça tout à fait. Et puis je rappelle qu'on a 4 unités de sécurité civile qui sont militaires, qui sont à Brignoles, Libourne, Corté, je crois, et puis Nogent-le-Rotrou, et qui sont 700 militaires, ça fait presque 3000 hommes, qui travaillent au quotidien avec les pompiers, puisque moi Et mobilisable à tout moment. Ah, mais bien sûr, et puis surtout l'été, parce que nous, l'été, dans le cadre du plan Héphaïstos, même les régiments envoyaient en renfort à ces unités des soldats pour aller lutter. Moi, j'ai des soldats qui sont partis en Corse pour lutter contre les incendies, et j'ai eu un soldat qui a été grièvement blessé dans un incendie de forêt, qui a failli passer, qui est tombé dans le feu. Voilà, vous voyez, donc on y participe régulièrement pour les unités de sécurité civile. Maintenant, les unités qui sont des unités de combat, par exemple Génie Combat, qui font cet aménagement du terrain, eux n'ont pas forcément l'habitude, mais une fois qu'on leur a donné la mission qui est de tracer la ligne, eh bien, ils sont d'abord sous commandement militaire, mais ce commandement militaire a forcément des officiers de liaison, un PC accolé pour pouvoir commander. Et qui a le dernier mot? C'est le préfet? Alors, le préfet, normalement, il agit alors, les militaires, normalement, agissent selon une réquisition. Voilà. Donc, une fois que la réquisition est faite, moi je l'ai bien connu, parce que quand j'étais à Paris, au cabinet du gouverneur militaire de Paris, il y a une réquisition qui donne une mission, et ensuite, les militaires ont leur propre chaîne de commandement pour accomplir la mission, bien entendu, en contact étroit
avec le préfet, avec le PC terrain, parce que évidemment il faut accomplir les tâches qu'on nous demande. On ne peut pas être complètement déconnecté, effectivement. Ouais. Mais c'est dans le cadre d'une réquisition qui est précise, et à partir de ce moment-là, on exécute les missions qu'on nous donne en fonction mais toujours sous commandement militaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire je te file 1000 hommes, 3 avions et 2 hélicoptères, et puis tu te débrouilles avec. Ça n'existe pas. C'est militaire, obéissent à une chaîne militaire, et avec du vocabulaire militaire, mais bien entendu, qui doit correspondre à l'objectif final recherché par l'autorité civile. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mika Blujon-Merad, vous le disiez, quand vous voyez tout ça, là, en ce moment, qui s'est mis en place, ces pompiers qui, toute la nuit, vont aller arrêter les flamèches, les reprises de feu, vous dites, ça se passe quand même pas si mal? En fait, vous avez donc un commandement en 4 niveaux. Vous avez la préfète qui va définir la stratégie, donc là, en l'occurrence, c'est Sophie Brocasse. Vous avez ensuite la direction des opérations de secours qui est gérée par elle. Donc là, on est vraiment sur le haut niveau. Puis ensuite, sur l'exécution opérationnelle, vous avez le commandement des opérations de secours. Et le commandant, en particulier des opérations de secours, c'est le contrôleur général Marc Vermeulen, donc qui est le patron du SDIS. Donc, on a vu avec Emmanuel Macron cet après-midi. Voilà, c'est le patron du SDIS 33, donc c'est-à-dire du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Et de fait, c'est lui, dans le poste de commandement opérationnel, qui va avoir, si vous voulez, à la fois tous les moyens à sa disposition d'un point de vue tactique, mais aussi qui va assurer la coordination avec l'Office national des forêts, avec la gendarmerie, avec les élus. Tout ça est prévu et ça marche. Absolument. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais j'allais dire tant mieux. Et il faut bien dire que la question de la gestion de ces feux de forêt par les SDIS, c'est un sujet départemental. Fondamentalement, ça se joue au niveau départemental. Et dans ce contexte-là, la question du financement, par exemple, des sapeurs-pompiers par les départements plutôt que par le national, etc., c'est un vrai débat politique qui a des conséquences à la fois stratégiques, mais aussi tactiques sur le terrain. Et une fois que vous avez tout ça, pour la coordination avec, par exemple, l'armée de l'air ou avec d'autres éléments, les départements voisins, etc., vous avez la Direction générale de la sécurité civile qui a découpé la France en zones. Et donc là, en l'occurrence, c'est la zone de défense. Non, mais ça paraît quand même complexe, mais ça fonctionne. Et oui, parce qu'en fait, tout le monde, été après été, malheureusement, tout le monde été après été, est en train de devenir spécialiste, formé et s'exécute dans ce genre de choses. Donc, même si, par exemple, la préfète Brocasse est arrivée à son poste il y a à peine quelques mois, de fait, chacun sait ce qu'il a à faire dans ce genre de cas. Évidemment. Oui, et ce qui est important à dire, c'est que depuis qu'on a Sentinelle, on est encore plus rodé à travailler avec les autorités civiles. Oui. C'est autre chose, mais les PC ont l'habitude de travailler ensemble. Et notamment, je parlais de Neptune, donc les PC de division en France, on en a 2, eh bien, s'entraînent régulièrement à Paris pour la crue centenale de la Seine et montent faire des exercices. Et c'est suite à cet exercice-là, par exemple, qu'on était capable, en 2015, de faire monter 6000 hommes en 24 heures sur Paris, parce que l'unité qui venait de s'entraîner sur Neptune est repartie à Marseille, c'était la division de Marseille, et dans la foulée, on déclenche cette affaire-là, et les mêmes reprennent les ordinateurs, s'occupent pas de Neptune, mais s'occupent effectivement de monter en puissance Sentinelle. Et c'était l'un des enjeux de la 400M, c'est-à-dire que les formations qu'il y a eu sur la 400M qui ont fait que cet avion n'a pu être déployé qu'à partir de samedi, c'était pas tant pour former les aviateurs de l'armée de l'air pour qu'ils sachent manier la 400M, ça c'était fait, puisqu'il y avait déjà des tests et des qualifications depuis plus d'1 an. Ce qui a nécessité... Ça a été accéléré quand même là, on imagine que Matignon et l'Élysée ont dit maintenant ça suffit, c'est pas la fin du mois, mais c'est maintenant. Ah oui, puis je peux vous expliquer un peu ce qui a été accéléré, mais il y a un élément qui est fondamental sur ce qui a été la formation mercredi, jeudi et surtout vendredi dernier, c'était cette dimension de coordination avec la sécurité civile, avec les pompiers de l'air, etc. Alors, je vous arrête justement parce que Emmanuel Macron a paru un peu agacé cet après-midi quand on lui a dit « Ah ben non, on n'a pas de moyens aériens de nuit, c'est pas possible, contrairement aux anglo-saxons. » Et regardez cette séquence. Alors, au niveau des avions, pour l'instant, en métropole, il n'y a pas d'intervention de nuit. Et pourquoi, en fait ? Pour des questions de sécurité. Ça se fait, les anglo-saxons le font en hélicoptère de nuit, on s'en rapproche, la sécurité civile se rapproche de cette faisabilité. D'accord. On est en train d'examiner, Monsieur le Président, des offres émanant de partenaires privés qui nous proposent des appareils pouvant voler la nuit. Donc on est en train de voir ce qu'on peut mobiliser. Parce que nous, avec nos appareils, Dash, Canadair, ils ne volent pas la nuit. Les conditions de sécurité sont pas remplies pour les pilotes. Ce sont des machines qui ne volent pas la nuit.
n'y a pas les équipements. Mais vous entendez quand même l'agacement du président, là, qui dit, les anglo-saxons savent faire, nous, on ne sait pas faire. Mais les Chinois savent faire aussi. Si on leur a pas fourni l'équipement, ils ne sauront jamais faire. Parce que les avions sont trop anciens, nous disait Xavier Titelman. Xavier Titelman nous expliquait hier que les engins modernes, les avions modernes, les vecteurs modernes sont tout à fait capables de voler de nuit. Avec alors moi, je suis pas un spécialiste du tout. Des viseurs de nuit, etc. Mais il y a les appareils, il y a effectivement le pilotage de nuit quand les avions de chasse savent le faire. Les Américains, on voit bien. En plus, là, on est sur un relief plat. Oui. Les Landes, la Gironde. Mais ceux qui ont 30 ans, là, c'est le manche à balai. C'est l'avion de la Deuxième Guerre mondiale, quasiment. Donc, ceux-là ne volent pas de nuit, parce que pour des raisons... Et la 400M, apparemment, peut voler de nuit. Oui, mais la 400M n'est pas un avion fait pour l'attaque au sol. C'est un avion qui est un avion de transport stratégique. Il n'est pas son comportement optimal n'est pas de voler à 30 mètres sol à vitesse réduite pour larguer des pendages. C'est un exploit. Il est extrêmement gros, il est volumineux, il n'est pas fait pour ça. Alors il peut le faire, il rend des services, mais ça sera jamais la solution. Il va peut-être falloir à l'avenir former des équipages, etc., justement sur cette mission très particulière. Peut-être, mais en même temps, vous serez toujours confronté vous serez toujours confronté au caractère aléatoire de la disponibilité de ces appareils, car si demain il y a une opération extérieure importante, une fois que ces appareils seront utilisés par l'armée de l'air pour le transport stratégique, le ravitaillement logistique de nos troupes à l'étranger, etc. Donc ça sera jamais qu'un moyen d'appoint par rapport qui est utile, mais ne sera jamais qu'un moyen d'appoint pour les pompiers et qui reste aléatoire, car ce ne sont pas des moyens de la sécurité civile, c'est des moyens que l'on donne à disposition à partir du moment où ils sont disponibles, parce que nos forces n'en ont pas besoin. Si demain on est projeté à l'autre bout du monde, vous pouvez pas dire aux troupes à l'autre bout du monde, vous n'allez pas être ravitaillés pendant 3 semaines parce qu'on éteint les feux en France, ça n'existe pas. Voilà. Ça c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème. Parce que encore une fois, Xavier Titelman, spécialiste aéronautique et qu'on connaît bien sur LCI, nous disait Canadair, la firme Bombardier, ne fabrique plus de Canadair. Ils en refont. On va les avoir en 2028, le successeur. Apparemment, mais depuis 2015, ils n'en fabriquaient plus. Voilà. Donc le marché est trop petit. Oui, absolument. Et le marché, du coup, est en train, effectivement, de re-exploser. Et donc, la société de Havilland, au Canada, de fait, a relancé la chaîne de production. Mais le temps de, relancer la chaîne de production et 2, arriver, effectivement, à une production qui soit effectivement efficace et optimale, on l'attend pas avant 2028, si vous voulez, cette chaîne de production optimisée de chez de Havilland. Donc, et puis, il y a de l'autre côté un marché du Canadair, puisqu'on va utiliser le terme Canadair de manière générique, global, qui est en train d'exploser parce qu'effectivement, on voit des dômes de chaleur dans des coins qui n'en subissaient pas. On voit des pays qui mettaient plutôt l'accent sur la protection par rapport au grand froid, mettre maintenant la protection également sur le chaud. Et fondamentalement, vous avez dans l'ensemble de la planète des incendies, des feux de forêt qui sont inédits. Et ici, évidemment, nous, on parle beaucoup d'Europe. Mais au Canada, vous qui connaissez bien. Moi, c'est à cause de ça, effectivement, au Canada et en Arctique canadien en particulier, que je me suis mis par la force des choses à travailler sur la question des incendies. Parce qu'effectivement, quand il fait 51 degrés dans le subarctique canadien l'été, vous pouvez imaginer ce que ça génère derrière. Et au Canada, on a encore d'autres moyens. Il y a les trains, par exemple, des trains d'extinction d'incendie. Donc au Canada, il y en a encore d'autres méthodes. Mais de fait, vous avez la même chose en Australie, vous avez la même chose en Algérie. Si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui est conscrit à la France ou à la Méditerranée. Et de fait, c'est ça qui fait aussi que quand vous avez peu de producteurs d'un côté et de l'autre côté, évidemment, il y a un besoin de plus en plus important, d'une part, ceux qui avaient arrêté d'en produire, ils en refont. Mais de l'autre côté aussi, des nouvelles startups, des nouveaux projets, des nouvelles technologies émergent, du rétrofit également. Et ça, en France, on en a. Regardez, on met toute la technologie qu'on a en ce moment sur la Gironde. Regardez l'arrivée des Centaures. Alors, ce sont des véhicules blindés assez larges, ça fait 7 tonnes. Et je ne sais pas si on va les voir. Ils sont arrivés aujourd'hui sur le terrain. Pourquoi ? Pour sécuriser, évidemment, mais aussi pour pénétrer le plus loin possible dans le feu. Général Richoux, ces véhicules, je ne sais pas si on les voit en haut, sont capables d'aller chercher, par exemple, des pompiers bloqués dans les incendies. Oui, mais pas dans le feu. Il est tout terrain, vraisemblablement. Alors, c'est un agent de gendarmerie que je connais pas bien, mais il a quand même des pneus. Donc, si vous allez dans le feu, ça va mal se passer. Dans tous les cas de figure, ça reste quelque chose pour le tout terrain et qui
qui est aléatoire. Donc c'est mieux, c'est du tout chemin, c'est du tout terrain vraisemblablement, ça rend des services et c'est surtout du transport, je pense, de gendarmerie. Il n'a pas été mis en place pour aller désenclaver des pompiers encerclés. À mon sens, il est certainement mis en place pour permettre de la sécurisation de la zone, notamment dans les villages et dans les zones qui ont été évacuées, car il est important, bien entendu, de sécuriser les biens. Ce sont des équipements qui viennent d'arriver. Ah ben là, oui, on les a pas vus hier. Oui, ils viennent d'arriver. Donc c'est la gendarmerie se renforce. La gendarmerie se renforce aujourd'hui, ce qui est la preuve, compte tenu de la masse, de l'étendue extraordinaire de la zone à surveiller. Je veux dire, il faut des effectifs colossaux pour pouvoir accomplir cette mission. Et regardez cette image en direct qui nous est remontée par Mathis Nico et Agathe Giraud. Eh bien, ce sont ces pompiers qui, en ce moment même, luttent contre les reprises de flammes. C'est vraiment du point par point. Là, lieutenant-colonel Philippe Tarroux, vous êtes toujours avec nous. Toute la nuit, ils vont y aller et essayer d'arrêter ces flamèches, mais on en voit des centaines de flamèches. Oui, c'est toute la difficulté de ces chantiers à dimensionnement très très important. Là, nous voyons des sapeurs-pompiers utiliser ce qu'on appelle des seaux-pompes, donc d'une capacité de 10 litres, et avec un dispositif de pression, eh bien, on va rejeter petit à petit de l'eau sur les quelques brindilles, flamèches, etc. Mais le grand principe, en tout cas, de traitement des lisières est basé sur 3 actions. Il faut gratter, il faut mouiller et il faut regratter derrière. Et sans ce travail d'opiniâtreté, de racles, etc., ça peut durer énormément de temps. Donc, c'est une méthode, le seau-pompe, je dirais, de substitution. Maintenant, quant à l'efficacité, ça ne remplacera jamais un établissement de tuyaux avec des débits relativement importants. Mais force est de constater que s'ils n'ont pas les capacités d'établir, parce qu'ils sont relativement loin d'un point d'eau ou d'un engin, eh bien, on est obligé d'utiliser ça. C'est le matériel qu'on peut utiliser également sur des feux de montagne quand nous n'avons pas de moyens héliportés à notre disposition. Eh bien, nous faisons des caravanes de sapeurs-pompiers avec chacun 10 litres d'eau. Ça peut paraître dérisoire, mais pour autant, ça permet bien souvent soit de contenir, soit de traiter des petits foyers en attendant Mais c'est vrai que quand on voit ces images, on est quand même étonné avec un des pompiers qui pompe 10 litres et puis un petit tuyau d'eau. Ça paraît assez dérisoire là. Oui, ça l'est. C'est ce que je viens de dire. C'est vraiment du traitement d'appoint et sur des toutes petites surfaces. On ne va pas utiliser cette méthode-là forcément sur une limitation de propagation ou sur une reprise de feu. C'est vraiment du travail de minutie et de finalisation. Philippe Drobinski. Oui, moi je voulais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit et effectivement rendre vraiment hommage à toutes les opérations qui ont eu lieu, parce qu'effectivement on était face à quand même un événement complètement exceptionnel, donc multifactoriel entre, encore une fois, canicule, sécheresse, incendie. Et effectivement, le fait que aucun civil, la perte d'aucun civil soit déplorée, toutes ces populations qui ont été déplacées, c'est remarquable. Et effectivement, depuis, que ce soit pour la canicule, depuis 2003, ou effectivement les incendies qui ont suivi, il est clair qu'il y a des retours d'expérience qui ont porté leurs fruits. Mais justement, et c'est le message que je souhaite passer, c'est que je pense qu'on a une grande culture de l'urgence, on est capable d'effectivement gérer des situations de crise massives. Mais encore une fois, il faut maintenant être en capacité surtout d'anticiper le futur et de se placer dans un climat qui va être de plus en plus, qui va devenir de plus en plus un ennemi de tout ça. Donc les risques va devenir de plus en plus grand, et donc il faut pouvoir maintenant passer de cette phase de gestion de l'urgence sur laquelle on a vraiment bien appris, sur laquelle on est ce soir, exactement, et penser surtout à comment est-ce qu'on prépare les 20-30 prochaines années. Donc on peut pas positionner, peut-être je me tourne vers vous, Patrick Coulombelle, des points d'eau plus efficaces. On peut mettre des bassines. Des bassines, je sais pas moi, Moi, là, ce coup-là, elle servirait à quelque chose. Mais non, mais je veux dire, c'est pourquoi pas. D'ailleurs, la réflexion n'est pas complètement anodine, c'est-à-dire que
en étant sérieux 2 secondes, c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont adaptés comme ça. L'Australie, ils imposent d'avoir des réservoirs. Sur les parcelles, c'est obligé. Donc voilà, ça règle un certain nombre de problèmes. Les gars, ils ne seraient pas en train de courir après de la flotte. Mais voir des bouches à incendie reliées à de l'eau. Ouais, mais ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi des nappes phréatiques, il faut un peu s'en servir. Et puis, globalement, sur la partie constructive à proprement parler, c'est clair qu'il y a des vraies réflexions qui doivent être menées. Mais le problème, c'est qu'on est avec des normes qui tombent de tous les côtés, qui tombent de l'Union, enfin de la communauté européenne, qui viennent, surnager avec d'autres normes. Et puis derrière ça, comme ça change tout le temps. Mais ça se résout quand même quand on a affaire à une situation dantesque. Demandez à quelqu'un qui veut louer aujourd'hui un logement, la classification de ce logement au niveau énergétique, elle a changé 3 fois en 2 ans de temps. Donc comment voulez-vous faire ça ? C'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour les gens. Alors nous, à notre niveau, on a, au niveau de la construction, on a des solutions, on peut les amener, elles peuvent être amenées et mises en place, mais de toute façon, le problème là, c'est pas un problème de construction. On a un problème sur l'urbanisme, il faut être clair. Donc sur l'urbanisme, il faut avoir une réflexion qui doit être mise sur la table très clairement. Qui a l'autorisation et qui donne l'autorisation de construire, c'est qui ? Les plans d'urbanisme, c'est les maires, et le droit du permis de construire, c'est aussi les maires. Donc là, la question, elle se pose pour eux, c'est leur responsabilité. Et le problème, c'est qu'un maire n'est pas forcément compétent dans le domaine, et notamment dans les petites communes. C'est pas le dénigrer, c'est de dire c'est pas leur métier. On le comprend. C'est pas leur métier. Il n'y a personne au niveau départemental. Attendez. On retourne sur le terrain avec Loïc Ballonge. Vous êtes maire de Lanton, vous êtes au bord du bassin d'Arcachon et vous êtes plutôt concerné par le sud du feu. Quelle est la situation chez vous ce soir à 23h37 ? Alors nous, la situation est en train de se calmer, mais on craint des températures élevées à partir de demain. Et je suis à un croisement qui s'appelle Blagon, sur notre commune, où je vous entendais, il y a un réservoir d'eau naturelle, où les agriculteurs qui sont derrière moi, qui sont en train de se restaurer dans un food truck qu'on a fait installer, avec les forces de l'ordre d'ailleurs, les agriculteurs font office avec leurs citernes et avec leurs réservoirs d'eau, de porteurs d'eau pour les pompiers, parce qu'on est loin du littoral et il n'y a pas des bornes à incendie partout. Et ils font le travail que vous voyez à l'écran. Évidemment, mais quand vous voyez pas ces images, pardon Monsieur le maire, mais de flamèches un peu partout avec ces pompiers qui, avec des lances relativement fines, essayent de les éteindre cette nuit. Est-ce que vous n'êtes quand même pas inquiet que ça arrive chez vous ? Alors, chez nous, en fait, on a vu arriver il y a 2 jours à peu près des bénévoles d'une réserve citoyenne, un ensemble de jeunes gens qui, par réseau WhatsApp, sont arrivés et font un peu ce que font les pompiers à l'écran. Alors, on était un peu sceptiques, mais c'est vrai que je dois saluer leur travail parce qu'ils ont veillé la nuit une fois que les pompiers sont partis et ça a évité des reprises d'incendie. Donc c'est important, même la nuit, d'avancer centimètre par centimètre pour éteindre autant faire se peut. Alors éteindre, le plus gros éteint, mais c'est veiller à ce que ça ne se rallume pas et maintenir une certaine humidité. Évidemment. Vous disiez la solidarité, là, il y a un food truck avec les agriculteurs qui viennent se restaurer pendant la nuit. Qui a organisé tout ça ? On est admiratif, évidemment, de cette solidarité locale. Comment ça s'est passé concrètement chez vous ? Écoutez, ça s'est fait assez spontanément. Je ne pensais pas que ce soir il y aurait autant de monde, etc. Et en plus, une belle cohésion. On a des CRS de Marseille qui sont là depuis 2-3 jours sur la commune. Donc notre commune est grande. On a des agriculteurs et on a des pompiers aussi du sud-ouest. Donc, écoutez, ils prennent une pause et se retrouvent, à défaut de pouvoir s'allonger, etc. Ils viennent manger des crêpes, là. Vous voyez ? Et ce sont quoi les restaurateurs de votre commune qui spontanément ont organisé tout ça ? Oui, c'est une organisation spontanée d'un food truck qui s'était proposé ce matin et on l'a autorisé à prendre place ce soir. Vous avez eu des évacuations chez vous ou pas ? Alors, oui, on a des évacuations. Nous sommes évacués.
Mais bon, là, c'est des soldats du feu et on sort, donc on les laisse se restaurer et sans entraver la législation qui nous est imposée. Vous êtes plutôt optimiste pour les jours à venir ou vous dites, oh là là, avec le retour de la canicule, notamment mercredi, ça va être compliqué? Alors, il faut être optimiste. Là, sur un autre site de la commune, la préfecture a pris un arrêté. On est en train d'élargir très sérieusement les coups-feu. Et je pense que l'ensemble des moyens mis sur le territoire vont faire que d'ici quelques heures ou 24 heures ou un petit peu plus, on va arriver à la fin de ce cauchemar. Bien, en tout cas, on le souhaite. Merci beaucoup, Loïc Ballonge, maire de Lanton, qui borde le bassin d'Arcachon. Et vous le voyez, cette solidarité autour d'un food truck avec les CRS, les pompiers, les agriculteurs, pompiers qui viennent de Marseille et qui se réunissent là. Alors que nous voyons toujours ces images en direct de Mathis Nico et Agathe Giraud avec ces pompiers qui luttent pied à pied contre ces flamèches, ces départs de feu qui menacent toujours dans la nuit. On le disait, ça paraît un peu compliqué. Les lances sont pas énormes, c'est du coup par coup, mais c'est important de le faire. Il n'y a pas le choix. En réalité, on fait avec ce qu'on a, premièrement, évidemment. C'est ça, mais on n'a pas beaucoup, pour la palissade. Pardon pour la palissade. On pourrait avoir plus, c'est évident, mais de fait, on fait avec ce qu'on a. Et franchement, il y a quelque chose, et je pense que Philippe me contrariera pas là-dessus, qui nous rassemble beaucoup dans les services publics français, c'est le fait de pouvoir faire énormément avec très très peu, et bien mieux que nos voisins, parfois avec bien moins que nos voisins. Donc fondamentalement, il y a un génie français autour de ça qu'il faut saluer ici sur le terrain, mais c'est pas que ça, parce que derrière, il y a aussi dans l'urgence, on y va. Il y a l'urgence, mais il y a aussi en fait toute la préparation intellectuelle à ça. Ici, il y a un acteur dont on a très peu parlé, qui est l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'ENSOSP, qui est à Aix-en-Provence, avec différents sites par ailleurs dans la région, et qui a sur son site le centre de recherche interdisciplinaire sur la sécurité civile, et qui est un expert. Littéralement, c'est l'institution qui gère les retours d'expérience sur tous ces enjeux-là. Feux de forêt, des enchevêtrements de routes, etc. Bref, et fondamentalement, c'est parce qu'on a cette culture du rétex qui est de plus en plus importante, et Nicolas aussi le sait dans les armées, on a cette culture du rétex, que petit à petit on s'améliore. Rétex, c'est le retour d'expérience. Alors ça, évidemment, certains vont toujours nous dire c'est jamais assez, on n'en fait jamais assez, on n'a rien appris de ceci, on n'a rien appris de cela. De fait, on apprend, et c'est ça qui permet à tout un chacun ici de savoir aussi ce qu'il peut faire. Non, mais là où vous avez raison, c'est que depuis on retransmet ces images, on est étonné par l'efficacité, la solidarité, les gens y vont, on se pose plus des questions en se disant est-ce qu'on aurait dû partir plus tôt, anticiper ou politique ou quoi. Là, on est les mains dans le cambouis. C'est la nation en armes quelque part. Et dans la société fracturée que l'on voit aujourd'hui, il y a quelque chose de très très rassurant. Là, il y a un ennemi et tout le monde y est. Donc là, c'est assez remarquable et il faut quand même le souligner parce qu'on a l'habitude quand même de se tirer des balles dans le pied, expliquer qu'on est toujours mauvais, qu'on n'a pas su anticiper. Moi, je suis un peu excédé par les postures politiciennes que l'on voit en ce moment. Oui, c'est un autre débat. Mais... Non, mais c'est un débat important parce que vous avez quand même ceux qui n'ont rien fait depuis des années, qui nous expliquent qu'on n'a absolument rien fait. En tout cas, là, ça fonctionne. La France est un grand pays qui a 70 millions d'habitants. Bien sûr. Et on a une expérience importante. Mais on a cette culture, nous, de la réaction, etc. Il y a un autre pays que je dois citer qui a cette même culture de la sécurité civile et de la réactivité comme ça, c'est le Japon. Le Japon, moi, je suis allé faire le retour d'expérience. Moi, j'étais patron du retour d'expérience d'armée de terre. Et j'étais faire le retour d'expérience de Fukushima. Et c'est absolument extraordinaire. Oui, sans même ordre, s'ils l'ont sans pas vu venir, sans ordre. Même s'ils l'ont pas vu venir. Ouais, non mais ça c'est autre chose. Mais sans ordre, sans transmission pendant 3 jours, dans un pays d'îles, ils ont déployé 100 000 hommes. Parce que les plans étaient faits et que au moment où ça a éclaté, ils ont réuni les hommes et ils sont partis sur les endroits qui étaient prévus, absolument sans ordre. Et tout le monde y est allé. Ils avaient presque tout prévu. On continue. Ils avaient presque tout prévu. On continue à commenter. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Ils avaient presque tout prévu. Commenter ces images qui nous parviennent en direct avec ces pompiers, Philippe Tarou, qui toute la nuit vont donc essayer de combattre ces reprises de feu et ces flamèches.
et quoi? C'est une autre équipe qui va leur succéder aux alentours de, je sais pas, de 6h du matin, enfin au lever du jour? Alors, inévitablement, ces actions-là, aussi minimes soient-elles, sont très importantes et elles doivent se poursuivre dans la continuité. Et donc, le rôle des chefs de secteur, donc les commandants de proximité, doivent veiller, en fonction de l'état de fatigue, à prévoir ce qu'on appelle les relèves ou de nouveaux personnels, soit qui arrivent avec un état de fraîcheur parce qu'ils viennent de leur centre de secours, soit parce qu'on a mis les forces actuelles au repos dans un gymnase, dans une salle des fêtes ou tout autre lieu. Et après cette période-là de régénération, on vient remplacer les camarades qui, eux, partent se reposer. Et ça, c'est un mécanisme sans fin pour justement avoir aucune rupture dans le travail et dans cette lutte. Et je le rappelle, la lutte est primordiale d'être réalisée la nuit, puisque les conditions météorologiques sont en très grande partie beaucoup plus favorables, avec le vent généralement qui baisse, avec l'hygrométrie qui remonte et les températures qui s'abaissent. Donc, c'est le cocktail idéal pour que le lendemain matin, au lever du jour, on puisse voir le moins possible de fumerolles s'échapper, et puis surtout d'avoir à la fois analysé le terrain et contenu les parties les plus virulentes encore. Oui, évidemment. Restez avec nous. Mathis Nico, on vous retrouve à Blagon, toujours en Gironde, avec Agathe Giraud. Vous êtes avec ces pompiers, justement, qui toute la nuit vont combattre ces flammèches. Oui, tout à fait, exactement, toujours le long de la route départementale 106. Le long des routes, il y a un énorme travail, c'est un travail de fourmi, que de repérer ces flammèches, les gratter dans cette tourbe, cette terre. Et vous le voyez sur ces images d'Agathe Giraud, ça fume en permanence. Alors, parfois, on peut se dire que les pompiers utilisent des moyens relativement restreints avec des petites pompes de 10 litres. Mais en fait, c'est tout un travail qu'il faut faire pour éviter que le feu ne sorte, pour noyer le feu qui est sous la terre, parce que juste au-dessus, en fait, il y a des arbres si ça s'enflamme, ça peut partir très très vite. Mais voilà, il faut aussi bien sûr économiser l'eau. On est ici avec une colonne du Cher de Bourges précisément, pardon. C'est des véhicules urbains avec des capacités de citernes qui sont 2 fois moindres que les engins de feux de forêt. Donc voilà, un travail qui se poursuit toute la nuit ici en Gironde. Comment est-ce que ils sont arrivés là? Ils ont vu les flammèches, ou bien au contraire ils y vont un peu au hasard et pour essayer de contenir ces départs de feu? Non, ils patrouillent le long des routes, surtout avec ces véhicules, encore une fois, qui ne peuvent pas aller dans les chemins faits de sable et de terre, puisque c'est des véhicules urbains. Et du coup, en fait, ils sont positionnés le long des routes, ils roulent, et puis en fonction aussi des ordres qu'ils reçoivent, parfois des drones aussi qui peuvent les guider. Alors la nuit c'est compliqué, mais la journée c'est ce qui se passe. Donc c'est comme ça que les pompiers urbains sont mobilisés sur des feux de forêt. Voilà. Merci beaucoup Mathis Nico et Agathe Giraud à Blagon en Gironde toujours, où ce feu, encore une fois, n'est toujours pas fixé et est très difficile avec ces prochaines heures qui vont être absolument cruciales, fondamentales. Que va-t-il se passer cette nuit avant le retour de la canicule, sans doute mercredi, mais de toute façon, des températures qui vont aller crescendo et monter à partir de demain après-midi. Philippe Drobinski, quand vous voyez ces images, vous dites oui, c'est un peu dérisoire, mais il faut le faire et de toute façon, on n'a pas le choix. Oui, c'est exactement ce qui vient d'être dit. Donc oui, il faut le faire, on n'a pas le choix. Moi, ce que je voudrais juste revenir, c'est que finalement, il y a un oublié un petit peu dans toute cette actualité de la canicule et des incendies, c'est la question de l'eau. Et là, je voudrais revenir là-dessus parce que le sud de la France est une région qui s'aridifie. Donc les ressources en eau diminuent
Et on entend beaucoup parler de stockage ces derniers temps. Et là, je voudrais juste souligner quand même que dans les stratégies d'adaptation aux enjeux de l'eau, eh bien les leviers, les solutions, les leviers d'action sont multiples, que ce soit bien évidemment les économies d'eau déjà, l'amélioration de l'irrigation, la restauration des nappes, des écosystèmes, le stockage, la réutilisation des eaux usées. Et donc il y a beaucoup de leviers pour préserver les ressources en eau. On sait que certains écologistes sont contre les méga-bassines. Il y a eu des manifestations. Mais il y a des retours d'expérience. Quand on voit ça, est-ce que c'est pas une nécessité? Il y a des. Mais dans ce cas-là, encore une fois, je pense qu'on est un des rares pays qui ne regardons pas au sud ce qui se passe. Vous prenez les pays scandinaves qui s'intéressent maintenant aux enjeux quand même sécheresse et feux de forêt. Quand même, il faut. Au moins, c'est ce qu'on appelle de l'anticipation. Ici, le Maroc, les Espagnols abandonnent les bécabassines parce que tout simplement, bien, les conditions deviennent tellement, les conditions deviennent tellement chaudes que de toute façon tout s'évapore. Donc ici, il est important. Il ne s'agit pas de dire que le stockage est à exclure des solutions d'action, des leviers d'action, mais il est important de mettre ça au regard de l'ensemble des solutions qui sont disponibles. Encore une fois, d'adapter en fonction de la nature du territoire quels sont ces leviers d'action à opérer, mais ne pas faire comme on a beaucoup entendu parler de la clim pendant un certain temps, ne faisons pas du stockage l'alpha et l'oméga de la préservation de la ressource en eau, parce qu'encore une fois, l'eau ne se crée pas, et dans cette région-là, dans les régions dont on parle, le sud de la France, la ressource en eau va diminuer. Oui, mais alors, j'allais dire, à chaque fois qu'on vous pose un problème, vous dites, oui, mais ça, on peut pas le faire parce que déjà, au contraire, je vous dis que on reprend le dernier rapport du GIEC. Au contraire, il passe en revue l'ensemble des solutions d'adaptation aux questions de l'eau. La question, c'est encore une fois de ne pas réduire la solution à une solution, comme encore une fois, ça a été largement dit sur la clim pendant la canicule, où l'objet, c'est d'abord de rafraîchir. Quand il fait 40 degrés, qu'est-ce qu'on fait? Mais encore une fois, vous n'allez pas mettre des clims dehors pour préserver le bétail. De toute façon, il y a encore une fois plein de solutions, des solutions passives. Il faut d'abord aussi réapprendre un petit peu l'architecture, et justement, ce sera peut-être le moment aussi de mettre en œuvre un certain nombre de solutions. Mais il y a tout simplement les casquettes de fenêtres, les ombrages, la végétalisation en ville, etc. Oui, mais... Et bien de même qu'il existe plusieurs options d'options pour combattre la canicule, dont la clim. Avec une réglementation thermique. Je ne suis pas avec une réglementation thermique aujourd'hui qui vous impose d'avoir un bâtiment étanche. Et ça, c'est toutes les ambiguïtés qu'on a dans le monde de la construction, dans le monde de l'architecture et du bâtiment en général. On est dans des trucs complètement délirants. On est tout à fait d'accord que quand vous ventilez bien une construction, il suffit de regarder ce qui se fait dans les pays chauds, ou tout simplement dans les Antilles françaises. Vous allez en Martinique ou en Guadeloupe, vous savez très bien faire des maisons où on les ventile et puis ça marche relativement bien. Alors on se tombe pas forcément avec des températures extrêmes qui vont jusqu'à 40 degrés. L'hiver, ils n'ont pas des hivers pareils. 5 degrés. Mais ils n'ont pas 40 degrés non plus. Non. Ils n'ont pas 40 degrés non plus. Et pour vivre avec 40 degrés, de toute façon, il y a un moment, si on climatise pas à minima, on n'a pas le moment de sommeil nécessaire et on peut pas vivre normalement. Mais la climatisation, on peut essayer de trouver des solutions qui peuvent se faire avec une énergie qui soit une énergie verte aussi. Aussi ça, on peut le faire. On peut aussi trouver des solutions avec de la géothermie. On peut trouver plein de solutions comme ça. Il faut les mettre en place. La géothermie, on ne parle pas. Vous savez, c'est un super moyen d'avoir économiquement. Mais ça marche partout la géothermie là ici ça marche. Ouais. Oui, ici, vous avez vu que les forages peuvent provoquer des tremblements de terre. Alors quand c'est la géothermie ultra profonde dans certains cas, quand vous pompez et que vous renvoyez, oui effectivement. Allez, on est loin de notre sujet de ce soir, qui est l'urgence, malheureusement, avec ces pompiers que vous voyez qui attaquent en permanence, et ça va durer toute la nuit. Ces retours de flamèches, ces terres fumantes, il faut absolument arrêter ça au plus vite pour pas que ça reparte au matin, et ces équipes qui vont être levées avec la levée du jour. Patrick Coulombelle, quand vous voyez ces images-là, vous dites, on est bien organisé en France, mais on aurait pu prévoir davantage ce qui allait se passer, on aurait pu anticiper le mouvement.
Pardon, je me trompe. C'est pour moi. Oui, c'est pour vous. Oui. Mickaël Blujon, oui, alors on peut toujours se dire a posteriori qu'on aurait pu anticiper plus, etc. Là, on a un enjeu qui est clé en France, et ça a été un petit peu dit par mon camarade juste à l'instant, c'est-à-dire qu'on a à la fois un risque chaleur et à la fois un risque froid contre lequel il faut se prémunir. Alors que si vous allez par exemple effectivement en Espagne, au Portugal, le risque froid n'est pas véritablement là, et c'est la raison ou l'une des raisons pour lesquelles... Ça dépend des régions. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles, précisément, parce qu'il n'y a pas de nécessité sur du grand froid, que l'Espagne est mieux armée que nous par rapport à la question de la gestion de la chaleur. J'aurais pu prendre d'autres exemples encore du même acabit. Donc effectivement, ce qu'il y a avant de parler de est-ce qu'on a assez anticipé ou pas, c'est une culture qui change en France, qui est en train de changer. Et de fait, cette culture, pour sortir du froid, pour commencer aussi à être au même niveau de préparation sur le chaud, c'est pas qu'une question ici de préservation des forêts, c'est une question à l'hôpital, c'est une question sur le bâti, c'est une question sur le transport, c'est une question sur les infrastructures vitales, c'est une question qu'on traite beaucoup à l'école de guerre avec les officiers stagiaires qui vont être amenés justement à préparer et implémenter ces politiques-là pour les armées à l'avenir aussi. Donc il y a ce changement de culture qui est en train de s'opérer, mais la question, et ça pour le coup avec tous les collègues climatologues ou agroclimatologues que je connais, ce qu'on dénote, c'est qu'en France, on a malheureusement dans ce débat des freins politiques, mais au-delà des freins des politiques, on a aussi une culture du « ah, ça ne va pas marcher ». Et ici, je vais vous donner un chiffre pour bien comprendre la problématique. La sécheresse de 2022, elle a coûté en France 5,6 milliards d'euros. Ça, c'était l'impact sur l'économie, dont plus de 1 milliard d'euros en termes de pertes agricoles. De fait, on n'a pas cette culture encore malheureusement de si je paye pour la prévention, pour l'adaptation, ça me coûte moins cher que de payer des indemnisations et de payer effectivement ce qui vient derrière. Mais non, c'est pas partout pareil. On paye que quand on est dans l'urgence. Mais c'est pas vrai. Pour le coup, je travaille beaucoup en Chine et en Chine, on n'est pas du tout aujourd'hui dans une démarche qui n'est qu'une démarche de réaction, parce que ce qu'on est en train de voir dans beaucoup de pays sur l'adaptation ou l'atténuation au climat, eh bien de fait, en Chine, c'est considéré comme un levier stratégique, c'est considéré comme un levier économique. Il y a tout un enjeu qui vient derrière. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien évidemment qu'aujourd'hui en France, on importe des climatiseurs chinois. En Corée du Sud, on retrouve la même chose. C'est un autre souci. C'est pas un autre souci. Tout cela est lié. Et en Corée du Sud, on retrouve la même chose. Ils ont envahi le marché. Voilà, les panneaux solaires, les climatiseurs, mais précisément parce qu'ils lisent les rapports du groupe de travail numéro 2 et numéro 3 du GIEC et qui bâtissent des politiques qui sont des plans quinquennaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas. De diriger les choses quand vous êtes une dictature. Mais alors c'est pas ça le sujet, si vous me permettez l'expression, parce que vous avez des démocraties où ça se passe aussi. L'exemple de la Corée du Sud, l'exemple du Japon, l'exemple de l'Inde en ce moment qui est en train de suivre aussi cette dynamique-là et qui part de beaucoup plus loin, bien sûr, notamment sur la question du charbon pour l'électricité, par exemple. Donc on n'est pas dans une question où l'écologie ne peut fonctionner, où la planification écologique ne peut fonctionner que quand il y a une dictature. Un certain nombre de démocraties démontrent que c'est possible aussi dans un cadre où il y a un débat. Évidemment. Bon, où va-t-on Est-ce que nous avons encore ces images en direct? Oui, des flamèches qui sont en train d'être éteintes, vous le voyez ici, en Gironde. Pourquoi? Parce que si le feu a été fixé ce soir dans les Landes, eh bien, il est très loin en Gironde de l'être, même si on parle d'une certaine stabilisation. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui est sur place, disait il n'a pas progressé. Ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. On espère que pendant la nuit, ça va être contenu. En attendant le retour des fortes chaleurs prévues en début d'après-midi. Bonsoir Lionel Montillet, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Sainte-Hélène. Merci de nous accorder ces quelques minutes alors que vous devez avoir fort à faire. Quelle est la situation chez vous ce soir au moment où nous parlons? Est-ce que vous avez un peu d'optimisme en vous disant tout ce qui a été fait aujourd'hui, heureusement ça a été fait et ça va peut-être contenir les problèmes à venir? Oui, on termine la journée pas avec de l'optimisme, mais avec une certaine satisfaction sur la commune de Sainte-Hélène. Est-ce que vous craignez des évacuations, de nouvelles évacuations? Comment gérez-vous la situation? Nous, on est toujours évacués. Donc, mes concitoyens, ils ont hâte de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. C'est la question principale. Surtout quand on voit que les choses ont tendance à s'améliorer. Alors, faut surtout être patient parce qu'on sait que le feu est compliqué. Il peut revenir, en tout cas, se redurcir assez vite. On est, nous, à la tête de feu. Donc, c'est la partie qui a démarré. Elle tend à se réduire un peu. Et quand les habitants voient ça, ils se disent on va pouvoir revenir très vite. Mais
il faut avoir de la prudence et donc de la patience. Mais aujourd'hui, le souhait premier des habitants, c'est de reprendre une vie normale et revenir à Sainte-Hélène. Vous avez une certaine impatience de vos administrés. Certains vous disent maintenant ça suffit, on veut rentrer. Vous savez, dès les premières heures d'évacuation, tous les messages que je recevais, c'était quand est-ce qu'on va pouvoir revenir. Donc évidemment, dès qu'on part de façon contrainte de chez soi, on a envie de revenir rapidement, surtout quand on a l'impression, à juste titre, que les conditions, au moins sur la commune, s'améliorent. Combien d'évacués en ce qui concerne Sainte-Hélène ? 3200 habitants. Pardon ? Oui. 3200 habitants qui ont été évacués à Sainte-Hélène sur la métropole bordelaise. Est-ce que vous êtes aussi rassuré quant aux patrouilles, alors de gendarmes, de militaires, contre les pillages ? Oui, alors c'est un vrai sujet d'inquiétude chez les habitants. Nous, on a notre police municipale, on a un policier municipal sur notre commune de 3000 habitants qui passe. La nuit, les gendarmes, il y a un vrai partenariat qui existe et donc ils ont un peu durci et renforcé leur présence. Donc on est rassuré, mais vigilant, parce qu'effectivement, on sait que ces genres de situations où la commune est vide ou quasi vide est propice à du repérage et voire du cambriolage. Ouais. Comment est-ce que vous voyez les jours à venir là ? Bon, canicule qui devrait être à son maximum mercredi. Est-ce que vous êtes un peu plus rassuré sur la tournure des événements ? En tout cas, à Sainte-Hélène, on n'attaque pas ces 2 jours qui vont être relativement critiques, sensibles et déterminants. On ne les aborde pas dans une situation qui est extrêmement fragile. On a réussi à maîtriser les choses. Maintenant, on va être très attentif parce qu'on sait qu'il ne faut pas grand-chose, que les conditions vont être défavorables et que ces 2 jours vont être déterminants. Et pour revenir au retour des habitants, on sait très bien que ça ne va pas se décider avant que mercredi soit passé. Et vous avez, ces habitants sont logés suffisamment bien, ont de la nourriture, ont des soins médicaux ? Alors il y a différents profils et on ne sait pas où sont les gens qui sont partis. Je pense que pour les échanges qu'on a, parce c'est un petit village, on se connaît bien, on reçoit des messages régulièrement, surtout pour prendre soin des animaux qui sont toujours à la maison. Les habitants sont majoritairement partis dans de la famille sur des communes qui sont pas évacuées. Certains sont à Bordeaux-Lac, dans le site identifié pour évacuer. Et puis d'autres sont partis encore un peu plus loin, mais ont hâte de revenir. Merci beaucoup. Et là, on mesure un peu la situation des maires avec tous les habitants qui leur disent alors c'est fini, on revient ou quoi, alors que ça n'est pas fini et qu'il y a une véritable urgence qui continue. Oui, ça, c'est compliqué. Les maires font un travail admirable. Je trouve que les maires, c'est un des travaux les plus difficiles en France aujourd'hui. Ils sont pas toujours bien reconnus, ils sont pas toujours bien payés. Il faut le dire aussi. Ils sont de plus en plus agressés également. Ils sont de plus en plus souvent agressés et ils sont. Moi, je vois le maire de ma petite commune dans mon village maternel. Il est 16 jours sur 7. Il y a très peu de vacances. Il est toujours sur le pont. Donc ils font un travail admirable et puis ils sont à la poignée de l'éventail. Ils ont des fonctions de police, d'officier de police judiciaire. Lionel Montillot, pardon, on a écorché un peu son. Oui. Il nous dit j'ai un policier municipal. Voilà. Pour plus de 3000 habitants. Voilà, et puis quand on a 3000 habitants, on n'a certainement pas une équipe municipale pléthorique. On a quelques employés municipaux, celui qui fait les espaces verts, qui s'occupe de la gestion de l'eau dans la ville, etc. Il ne sait pas où sont partis ses administrés, parce que l'évacuation, tout le monde s'en va, alors qui dans une famille, qui à Bordeaux-Lac, qui dans des salles des fêtes, mais on ne sait pas où sont les gens. Voilà. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut imaginer. Oui, alors il n'y a pas de plan d'évacuation. Par exemple, à l'armée, la première chose qu'on fait quand on est par exemple en Afrique, c'est faire des plans d'évacuation des ressortissants. Bon là, à mon avis, peut-être ça c'est quelque chose qu'il va falloir savoir faire de manière peut-être plus scientifique demain, c'est-à-dire véritablement avoir des véritables plans d'évacuation des villes. On n'a pas aujourd'hui. Je pense qu'ils sont. On pense pas à ça. Il y en a vraisemblablement, mais on pense pas à ça au quotidien. Et peut-être il y en a-t-il, peut-être y en a-t-il pas. Moi, j'ai connu des ambassades où il n'y avait pas de plan d'évacuation. Et on est dans l'urgence. C'est obligatoire. Miguel Blugeon.
Et donc on fait ça dans l'urgence, voilà, c'est ça. Oui, on a vu justement l'impact dans la région, évidemment, des incendies de 2022, qui ont par exemple amené à ce qu'il y ait une mise à jour du plan d'évacuation par la voie maritime du Cap Ferret, justement, avec donc une capacité d'évacuation de 12 000 personnes dans les premières 24 heures, puis 14 000 personnes par jour après. Si vous voulez, ces plans existent. On est d'accord que pour l'instant, ce scénario catastrophe n'existe plus au moment où nous parlons. Il n'existe plus au moment où nous parlons, parce que de fait, il aurait pu avoir lieu vendredi dernier, quand justement l'évacuation a été ordonnée par la préfète Brocas. Et l'enjeu ici, il était simple, c'est qu'il y avait une route à défendre, la départementale 106, sur laquelle votre confrère est actuellement ce soir. Et cette route-là, elle est absolument déterminante, parce que si elle n'avait pas été sauvée, ou en tout cas si elle n'avait pas été praticable un minimum, pour le coup, le plan d'évacuation par la voie maritime du Cap Ferret, compte tenu du nombre de populations qu'il y a au Cap Ferret en ce moment, n'aurait peut-être pas été suffisant. Vous voyez, donc ici, il y a une polémique, par exemple, qui émerge sur, on a privilégié les moyens sur la lutte contre le feu pour les riches du Cap Ferret plutôt que pour les populations, les classes moyennes ou quoi du reste du bassin. Fondamentalement, ici, il y a des enjeux stratégiques qui expliquent aussi pourquoi, dans la stratégie comme dans la tactique de lutte contre le feu, par rapport à ces plans d'évacuation qui existent, qui n'existent pas, ou qui ont une limite capacitaire qui est assez évidente, même si les plans existent, eh bien de fait, il fallait bâtir la stratégie autour de ça, et c'est ce qui a été fait. Oui, et j'aimerais qu'on reparle aussi des situations absolument dramatiques que sont les évacués. On va passer cette image qui nous prend aux tripes de cet évacué de Biscarrosse qui revient chez lui et qui dit maintenant ça suffit, c'est plus possible parce qu'il a déjà vécu ça dans le passé, regardez. Moi, je suis resté jusqu'au bout pour essayer de l'éteindre. J'ai pas réussi à l'éteindre. Lui ne veut pas reconstruire. Je suis resté ici, je vais raser, je vais vendre le terrain. Ça me fait trop mal, je pourrais pas rester ici. Il arrache même la boîte aux lettres. Et pour l'instant, avec sa femme et sa fille... Vous êtes où, là, actuellement ? Je sais pas, un peu à droite, à gauche. J'ai un copain qui m'auberge à la plage, pour l'instant. Je sais pas quoi faire. J'arrive pas à manger. La suite, je sais pas, je vais m'acheter une tente. Je vais m'acheter une tente et je vais dormir dehors. Voilà, je sais pas quoi faire, je vais m'acheter une tente. Vous voyez ces situations absolument dramatiques. Bon, alors dramatique, et c'est encore plus dramatique quand on voit le reportage entier, c'est que son outil de travail a brûlé. Si vous voulez, quand votre maison brûle, vous pouvez à la limite reconstruire, mais quand votre outil de travail a brûlé et que vous avez brûlé vos économies après, comment vous mangez demain matin ? Donc là, c'est un véritable drame. Je veux dire, la nation peut mettre un Agelco, le temps, etc. Ça, on y arrivera toujours. En revanche, son outil de travail, je crois qu'il était menuisier. J'ai vu ce reportage un peu avant dans la journée, il est menuisier et tout a brûlé. Donc lui, demain matin, il ne travaille pas. Voilà. Donc ce problème est surtout multiplié par des dizaines parce que 13 000 entreprises qui ont dû s'arrêter. Les entreprises et puis les saisonniers dans les hôtels, les machins, ça va pas reprendre comme ça sur le Cap Ferret. Je pense que les gens vont au risque d'éviter la destination. Il va y avoir un problème économique qui une saisonnière très important dans les Huit qui nous disait pour moi la saison est finie. Voilà, je pense que ça va avoir du mal à redémarrer là. Oui. Je vous montre un deuxième exemple de cette femme qui retourne là aussi au Porge. Regardez. Comme un bombardement, ouais. Et puis, j'ai pas connu la guerre, Dieu merci, mais je me suis dit que ça doit faire ça. Là, c'est pareil, il y avait une grande maison, la grange, il n'y a plus de grange. Il y avait une grange en cours qui venait à peine d'être finie, d'être restaurée, une grande grange. Là, sur la gauche, là, il n'y a plus rien. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh, je peux même pas y... Voilà, la sidération des paysages de guerre. Paysage de guerre. J'ai pas vécu la guerre, mais ça devait être comme ça, dit-elle. Paysage de guerre. Les assurances, justement, Roland Lescure, le ministre de l'économie, ce matin disait, elles se sont entendues et maintenant on va pouvoir faire les déclarations, je crois, jusqu'au 31 août. Bon, après, rembourser qui, quoi, très bien. Mais est-ce que en France, les assurances jouent le jeu, ça marche ? Le risque incendie est généralement compris dans les contrats d'habitation, donc ça fait partie des clauses assez classiques. Et normalement, il y a le relogement aussi dedans.
Donc pour les entreprises, si elles sont assurées, le cas échéant, elles peuvent avoir aussi des dommages en perte. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et puis il y a quand même un sujet aussi une question qui va se poser, parce que c'est est-ce que la reconstruction va se faire et à l'identique, parce que c'est une question qui se pose. Les dispositions, elles existent. On sait, il existe des choses là-dessus. La reconstruction à l'identique, théoriquement, à partir du moment où vous avez un bâtiment qui est construit soit avec un permis de construire, ou alors qui était antérieur aux règles de permis de construire, et qu'il ait été construit légalement, donc, la reconstruction à l'identique est possible. On peut pas l'interdire. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si c'est pas le cas? Alors, quand on parle de reconstruction à l'identique, on parle de surface, de volumétrie et d'identification de la construction. On parle pas spécifiquement de l'aspect extérieur ou même des matériaux, plus exactement. Donc ça veut dire que la surface, en théorie, est constructible. Mais ça risque d'être un sujet, parce qu'il y a des endroits qui sont effectivement peut-être trop dangereux, et comment ça va s'adapter. Là, il y a des dispositions, encore une fois, qui existent. Ça peut être éventuellement, si les élus le choisissent, parce que c'est les maires qui vont avoir le là-dessus, ou le préfet, si je dis pas de bêtises, c'est sur le fonds Barnier. Mais le fonds Barnier, il faut pas oublier une chose, c'est que quelque part, c'est nous qui payons. Ouais, c'est-à-dire que c'est dans les contrats d'assurance. L'État n'a pas d'argent. Lieutenant-colonel Philippe Tarou, on revoit toujours ces images de pompiers qui, en ce moment même, en Gironde, sont en train d'éteindre le mieux possible ces flamèches, ces retours. À partir de quand est-ce qu'on saura que la partie est à peu près gagnée? Demain matin, demain en début d'après-midi? Non, c'est encore des situations qui vont demander à la fois de la patience, de l'observation par rapport aux conditions météo. Tout le travail qui est fait là, tout à l'heure on l'a pas précisé, mais on s'attache à travailler sur la lisière, c'est-à-dire la partie médiane entre la partie non brûlée et la partie brûlée. Mais à la fois ce traitement, à la fois la surveillance va nécessiter encore de très longues journées et de nuits de travail. Il a été dit tout à l'heure, à juste titre, le sol en plus, soit un mélange de tourbe, soit d'amas de chablis ou quoi que ce soit. Donc ça va être très très long. Et je pense que le commandant des opérations de secours ne va pas se presser, en tout cas, pour passer feu éteint. L'année 2022, que ce soit sur l'Andiras ou la Teste, nous a montré que le feu a été vraiment déclaré éteint plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'éclosion du sinistre. Donc, non, le travail encore va perdurer très longtemps, et c'est simplement l'évolution météo qui pourra nous y aider. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Philippe Tarou. Et c'est vrai que c'est affolant quand on entend ça, de se dire mais que le feu sera considéré comme atteint peut-être fin août, voire début septembre. C'est possible aussi. LCI soutient et se mobilise pour la Croix-Rouge française, pour permettre aux bénévoles de la Croix-Rouge de poursuivre l'ensemble de leur mission partout où les besoins l'exigent. Vous aussi, vous pouvez faire un don. Vous le voyez, par exemple 10 €. Vous envoyez ça à DON par SMS au 92 200 ou rendez-vous sur croixrouge.fr. Et puis on va retourner sur le terrain, vous revoir Charles Flageol et Alice Chaumy. Vous êtes toujours à Sainte-Hélène, et Charles, vous avez assisté et vous assistez toujours à la reprise des feux avec ce combat qui va durer toute la nuit pour les pompiers. Eh bien, avec Alice Chaumy, on a assisté tout à l'heure à une reprise de feu entre la commune de Sainte-Hélène et Somos. On a vu un dash larguer du produit retardant sur cette zone incendiée, plusieurs hélicoptères, une cinquantaine de pompiers au sol. Et le travail, on peut le dire, a payé grâce à cette mobilisation aérienne et terrestre, puisque la situation sur cette zone semble être maîtrisée. Désormais, c'est la relève de nuit qui reprend le relais. Les moyens du jour sont partis, sont rentrés se reposer. Ce sont les pompiers de Gironde qui vont assurer cette nuit. Ils ont plus de moyens, plus d'hommes sur place. Ils resteront toute la nuit à faire des déplacements dans le secteur à la recherche de la moindre reprise de feu. On a discuté avec le commandement des pompiers. Il nous a dit qu'ils allaient laisser des engins sur place pour faire de la surveillance toute la nuit. Il va également poser
positionner ses hommes sur des points stratégiques, là où il y a le plus de vent. Il va également profiter de cette nuit plus fraîche pour traiter les lisières en bord de route ou encore dégager des axes routiers. C'est ce qui va se passer cette nuit qui s'annonce plus fraîche avant l'augmentation des températures dès demain, où bien évidemment le travail des pompiers va être beaucoup plus compliqué avec aussi plus de vent.